Excellent après-midi. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Ciné Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinéparis.com. Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 en ce mardi pluvieux. Eh oui, sur Paris ça pleut beaucoup, sur Marseille il y a du Mistral, bon bah c'est un peu le mauvais temps un peu partout, hein. En même temps il fallait s'y attendre. Bonjour à tous et bienvenue sur France Maghreb 2, c'est votre talk de fin d'après-midi de 16h à 18h, ça s'appelle évidemment Le Grand Forum. Aujourd'hui à mes côtés, Monsieur Nicolas Jeanneté. Comment Bonjour. il va, Monsieur Nicolas Jeanneté? Je suis en pleine forme. Oui, je vois ça, en pleine forme, bien mouillé. Malgré la pluie, oui, je suis Ouais. allé en scooter, on est mouillé. Bah, Ouais. qu'est-ce que tu veux, c'est le temps. Bon, on sent l'hiver déjà. Hein. Ah oui, c'est l'automne. Oh là là, l'automne, non mais l'automne, l'hiver, les feuilles qui tombent, la pluie. Qu'est-ce que je déteste cette saison. Et, hein. et donc la couette au lit. Oui, bah après, vous faites Bon, ce que vous voulez au d'accord, lit. Hein. Bon. Nicolas, donc toujours adjoint à la sécurité dans le 15e. Toujours conseiller de Paris, vice-président de la 3e commission. On a beaucoup de boulot. Ah oui. Bah oui, le conseil de Paris se prépare. On va avoir beaucoup de sujets. Le stationnement des deux roues motorisées, le problème du vélo. D'ailleurs, on vient de supprimer les aides pour obtenir des vélos électriques et des scooters électriques. Ça va être réservé aux plus modestes. Enfin, il y a plein de sujets qui vont être débattus au conseil de Paris. Puis un énorme sujet qui est l'approche des Jeux Olympiques, où le budget n'est toujours pas bouclé. Et je sens que l'ardoise va être salée. Et le périphérique alors? Oh bah ça on attend un peu encore. Hein. Ah oui, on a on beaucoup attend. de sujets. Puis le crack, qui est toujours pas résolu dans l'Est parisien. Il y avait une manifestation, je crois, le week-end Ouais, samedi dernier. On a un nouveau préfet qui a l'air de prendre les choses en main. En tout cas, qui communique dans les médias, ce qui n'était pas le cas précédemment. D'ailleurs, vous savez ce qui est devenu Pierre Lallemand, l'ancien préfet? Oui, il est secrétaire général de la mer. De la mer, voilà. J'ai envie de dire les dauphins, on qu'à bien se tenir. Farid Temsamani est avec toi, mon cher Nicolas. Il est enseignant dans l'intelligence économique. Comment ça va, mon Farid? Très bien. Salut à tous. Ça fait longtemps que tu n'avais pas vu Nicolas. Hein. Et oui, ça fait longtemps qu'on s'est... oui, Avant l'été, bien avant l'été même. bien avant l'été. Et puis on a Nadège qui est avec Carrément. nous et qui va relayer l'émission sur les réseaux sociaux Twitter, le Grand Forum FM2, sur lequel d'ailleurs vous pouvez répondre à la question. Sourire. La battle aujourd'hui, faut-il maintenir la réforme des retraites? Ça sent la grosse bagarre là. La réforme des retraites, il y a un dîner demain soir à l'Elysée en présence de Madame Borne, de Monsieur Macron forcément, c'est lui qui invite, et des ministres concernés ainsi que François Bayrou qui sera là demain. Tiens. Oui, il sera là. Et justement, Macron commence, nous dit-on, à être un peu agacé des critiques au sein de sa majorité. Et ça pourrait peut-être le pousser à faire passer ça en rapidos. On c'est appelle ce qu'on nous ça dit. le 49.3. C'est ça. Donc la réforme des retraites, ça risque d'être le gros sujet de la fin de l'automne, début de l'hiver, hein, je vous le dis. Avec une première grève à la RATP demain, mais rien à voir avec la retraite, nous dit-on, c'est sur le pouvoir d'achat. Il fallait bien un sujet pour faire grève quand même. Ceci étant, donc on en parlera tout à l'heure. Êtes-vous favorable à maintenir la réforme des retraites? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. Vous êtes que 7% à dire oui, hein. Que 7%. Donc 93% disent non, qu'il ne faut pas la maintenir, cette réforme en tant que telle des retraites. Vous continuez de voter sur le Grand Forum FM2. Sur Instagram, vous pouvez nous retrouver aussi, hein, le Grand Forum FM2, et sur le Facebook, Christophe le Grand Forum. Avant les retraites, il y a évidemment d'autres sujets. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Il y aura le quiz d'ailleurs tout à l'heure, le quiz de l'actu entre Nicolas et Farid. Il y aura la belle histoire des génériques consacrée aujourd'hui à un générique c'est un dessin animé que vous connaissez bien. Capitaine Flamme. Vous dit quelque chose? Ah bah oui, c'est notre jeunesse. Voilà, il nous racontera l'histoire de ce générique évidemment. D'ailleurs, je savais pas que Jean-Jacques Debout était mêlé à cela. Il nous dira cela notre ami Mam tout à l'heure dans cette émission. On parlera évidemment, et on en parle beaucoup en ce moment, les politiques ont-ils droit à une vie privée? C'est la question qu'on se posera aujourd'hui au travers des affaires de Bayou, les affaires de Quatennens et d'autres à venir peut-être. On y reviendra. Le zapping bien entendu tout à l'heure, et puis on va parler de l'Italie évidemment 2 jours après la victoire de la coalition des droites avec l'extrême droite au pouvoir en Italie. Est-ce un défi pour l'Europe? On se posera la question, on débattra avec Farid et Nicolas. Bien entendu. Et le fait du jour, c'est Madame la ministre des Affaires étrangères française qui est en Ukraine aujourd'hui, qui a réaffirmé le soutien de la France et qui menace par là même de nouvelles sanctions Poutine concernant les référendums
qui se sont terminées d'ailleurs hier soir. On y reviendra bien entendu. C'est parti pour le LGF, le Grand Forum. Je vous en souhaite la bienvenue, une bonne écoute. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Mais on commence tous les jours, évidemment, cette émission par des clins d'œil. C'est un petit retour en arrière sur des faits d'actualité qui, évidemment, nous interpellent. Et on est en 2015, messieurs. Et c'est la France qui mène ses premières frappes aériennes contre Daesh. On est en Syrie. Écoutez ce reportage d'Euronews. La France a mené ses premières frappes aériennes en Syrie contre l'État islamique. L'annonce a été faite par l'Elysée ce matin. Jusqu'ici, Paris n'avait pilonné les positions du groupe islamique qu'en Irak, estimant que bombarder Daesh en Syrie revenait à aider le régime de Bachar al-Assad. François Hollande avait finalement changé d'avis début septembre, invoquant la légitime défense. La France exclut en revanche toute intervention terrestre. Voilà pour ce reportage, donc il a fallu attendre quand même le 27 septembre 2015 pour que la France intervienne, Farid, la première fois de manière aérienne en Syrie, alors qu'elle l'avait fait auparavant en Irak. Oui, tout à fait, c'était pas assez exceptionnel, puisque sur un certain nombre de terrains, la France effectivement intervient, c'était une coalition également assez large. C'est un conflit que certains ont un peu oublié, qui avait quand même objectif, au-delà de l'État islamique, de Daesh, initialement quand même, c'était de renverser le président Bachar el-Assad. C'est ça. Ça nous sommes en 2022, il me semble. Qu'il est toujours là. Qu'il est toujours là. Absolument. Et on peut parler de pas mal de choses, parce qu'il y a eu, malheureusement aussi pour nous, Français et Parisiens particulièrement, des attentats issus de ces territoires-là, donc qu'il ne faut pas oublier, je ne sais même pas où en est encore le procès. Je crois qu'il n'est toujours pas terminé, si je dis pas de... Non, il est terminé, on attend le verdict. Le verdict, exactement. Ouais. Donc, voilà, et puis c'est une région particulière, le Levant. C'est historiquement pour la France quelque chose qui est lié à son histoire, notamment l'histoire presque coloniale, puisque la Syrie telle qu'elle est aujourd'hui et le Liban tel qu'ils sont aujourd'hui, en réalité, ce sont des émanations de la politique française, donc d'un autre temps. Donc effectivement, ces frappes qui nous font repenser à pas mal de choses. Tu te souviens de ce que tu faisais le 13 novembre 2015 à Paris, Nicolas ? Non, je m'en souviens plus, mais en tout cas, pour compléter ce qu'a dit Farid, c'est suivi après une crise migratoire énorme, avec des millions de Syriens qui ont fui le pays, qui sont allés principalement, d'ailleurs pour beaucoup, en Allemagne. En Turquie d'abord, mais pour finir en Allemagne. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'Angela Merkel, je crois, a ouvert les portes largement de son pays. Oui, plus d'un million, plus d'un million ont été accueillis par la chancelière Angela Merkel. Ça fait beaucoup de bruit dans toute l'Europe. Beaucoup de ces Syriens d'ailleurs sont restés en Allemagne, se sont intégrés beaucoup. Moi, je suis allé récemment en Allemagne et j'ai rencontré beaucoup de Syriens qui ont aujourd'hui du travail en Syrie, qui ont appris l'allemand. Il y a une générosité de l'accueil allemand qui a été remarquable. Voilà. Ouais. Non, mais il faut aussi... La politique migratoire de l'Allemagne est quand même pas pareille. Non, alors je dirais pas ça. En fait, il y a eu... c'est triste à dire, parce que ça reste des êtres humains. Une opportunité pour le patronat allemand. Oui, mais ça c'est ce que tu dis, oui. Oui, de récupérer d'un coup... Parce que pour connaître le système un peu allemand, il y a une crise démographique énorme dans ce pays-là, beaucoup plus importante qu'en France. En fait, on n'est pas du tout touché de la même manière. Et Angela Merkel, à l'époque, en fait, avait saisi l'opportunité. Alors, elle l'a pas créée, qu'on soit bien clair, elle n'a pas organisé tout ça, mais en tout cas, elle l'avait saisi. Ce que ses partenaires européens n'avaient pas forcément compris. Tu as entièrement raison. Et d'ailleurs, beaucoup de petits patrons et de grands patrons allemands ont profité de cette vague migratoire pour former rapidement les jeunes Syriens qui sont aujourd'hui installés. Mais, à la différence de la France quand même, l'accueil est différent. Parce que l'accueil est pris par des associations, notamment religieuses, protestantes, catholiques, etc. Et
totalement différent. Le premier accueil est quand même beaucoup plus élaboré qu'en France. Alors, il faut quand même le reconnaître. D'autres clins d'œil quand même, parce qu'il s'en est passé pas mal de choses un 27 septembre. Tiens, l'histoire se répète finalement. En 1996, c'est les talibans qui s'emparent de Kaboul. En fait, c'est les étudiants religieux qui prennent la capitale afghane, après quand même plusieurs jours de siège. Évidemment, vous savez ce qui s'est passé après en Afghanistan, et puis les talibans qui ont repris le pouvoir pas plus tard que l'année dernière. Voilà, donc c'est pour ça que je disais que l'histoire se répète. Puis en 1990, c'est retour de Ahmed Ben Bella, qui a été le premier président algérien post-indépendance. Après 10 ans d'exil, il était de retour donc en Algérie. En 1968, messieurs, c'est la France. Paix à son âme. Oui. En 1968, c'est la France qui s'oppose à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Écoutez le discours, à l'époque, du général de Gaulle. La Grande-Bretagne a posé sa candidature au marché commun. Elle l'a fait après s'être naguère refusée à participer à la communauté qu'on était en train de bâtir. Puis ensuite, après avoir créé une zone de libre-échange avec 6 autres États, et puis enfin, après avoir, je peux bien le dire, on se rappelle les négociations qui ont été menées si longuement à ce sujet, après avoir fait quelques pressions sur les 6 pour empêcher que ne commence réellement l'application du marché commun. Enfin, l'Angleterre a demandé à son tour à y entrer, mais suivant ses propres conditions. Cela pose sans aucun doute à chacun des 6 États, et ça pose à l'Angleterre des problèmes d'une très grande dimension. L'Angleterre, en effet, elle, est insulaire, elle est maritime, elle est liée par ses échanges, ses marchés, son ravitaillement aux pays les plus divers et souvent les plus lointains. Elle exerce une activité essentiellement industrielle et commerciale et très peu agricole. Elle a dans tout son travail des habitudes et des traditions très marquées, très originales. Bref, la nature, la structure, la conjoncture qui sont propres à l'Angleterre diffèrent profondément de celles des continentaux. Voilà, extrait du discours du général de Gaulle. Je passe cet extrait parce que finalement, l'histoire, de nombreuses années après, l'Angleterre décide de sortir. Bon, c'était plus le marché commun, c'était le marché commun. On est passé du marché commun à l'Union européenne, mais c'est très très intéressant. J'avais complètement oublié cette partie de l'histoire. J'avais complètement oublié que le général de Gaulle, effectivement, hésitait à faire rentrer la Grande-Bretagne dans le marché commun. Il n'hésitait pas, il s'est opposé. Hein. Enfin, il s'y opposait, oui. Il s'y opposait clairement. Hein. Ouais. Il a toujours été très, j'allais presque dire virulent, parce que en fait, quand on analyse bien là, le discours, il est presque caricatural en réalité. Mais effectivement, la France, enfin le général de Gaulle en tout cas, a toujours été très opposé à la Grande-Bretagne. Et finalement, l'histoire lui donne presque raison. Sauf qu'entre-temps, ils ont quand même fait un grand... Ils ont longuement marché dans la construction européenne, avec toujours pas cette opposition, mais cet écart. C'est-à-dire qu'ils y étaient dedans, mais pas complètement dedans. C'était toujours particulier. C'était insulaire, probablement, qui donne... puis le régime monarchique aussi, qui doit donner aussi ces deux éléments qui font que l'Angleterre était toujours un cas à part. Bon, un dernier petit clin d'œil, il est musical, je suis sûr qu'il va faire plaisir à notre ami Farid aujourd'hui. Il est né en 1982, c'est un rappeur américain. Si je te dis Lil Wayne, mon cher Farid, tu connais? Ouais, je connais, c'est pas trop mon... Enfin, je connais bien. Enfin, c'est pas ton style de musique. Ouais, allez, dis-le. Mais chez les rappeurs US, il y en a tellement... Il y en a tellement déjà. Et moi, j'ai plus grandi avec la culture de Tupac, Notorious Big et tout ça. Lil Wayne, bon anniversaire à lui. Donc, rappeur américain, il a 40 bougies aujourd'hui. Donc, voilà, un petit clin d'œil au passage. J'aime beaucoup, moi, Lil Wayne.
Bon, Farid un peu moins, mais bon. Ouais, je suis plus Dr. Dre, on va dire. Dre. Il a fait des featuring avec Dre. Ouais, c'est vrai. Il fait avec Eminem, avec plein de rappeurs. Non, mais c'est un bon, hein, c'est un grand, mais. Ouais. Alors, il paraît que quand ils enregistraient des morceaux, c'était un véritable aquarium. Mais bon, ça c'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Dans un instant, on revient à la politique et Madame la ministre des Affaires étrangères est partie où ? En Ukraine. Pour réaffirmer le soutien de la France à l'Ukraine. On y revient dans un instant. À tout de suite, ne bougez pas. Sur France Maghreb 2 avec Farid Tamsamani, Nicolas Jeannetet. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Nicolas Jeannetet est avec nous sur France Maghreb 2, Farid Tamsamani également sur France Maghreb 2. Et le fait du jour, messieurs, c'est la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui est en Ukraine aujourd'hui. Partie réaffirmer le soutien de la France aux Ukrainiens. Elle va rencontrer le président acteur Zelensky. D'ailleurs, il y a des enquêteurs de la gendarmerie qui sont sur place pour enquêter sur certains massacres, dit-on. Et elle a qualifié les référendums que Poutine a mis en place d'une totale mascarade. Et elle promet des sanctions, dit-elle, en réponse à ces référendums. Madame Colonna qui va en Ukraine aujourd'hui pour affirmer le soutien de la France. C'est bien vu, Nicolas ? Oui, pas seulement pour ça d'ailleurs. Un des prétextes, c'est d'aller organiser le transfert de céréales, le transport de céréales vers la Somalie, alors que l'Allemagne le fait vers l'Éthiopie. Voilà. Donc, je me pose beaucoup de questions là-dessus. Par exemple, quel type de questions ? Non, mais je pose des questions, voilà, là-dessus, je ne ferai pas plus de commentaires. Alors effectivement, la France a maintenant ouvert des enquêtes avec tout un service qui est parti sur place pour essayer d'enquêter sur les crimes qu'ont commis les Russes. Donc la France se mêle et s'implique à fond dans cette guerre ukrainienne. Voilà, bon. Oui, c'est bien vu ça, de s'impliquer de cette manière-là, en tout cas dans ce conflit, Nicolas ? Je pense que de toute façon... Sachant que les conséquences seront inéluctables derrière. Hein. Non, mais on n'a pas le choix. On a un tournant là. On est un tournant de l'histoire quand même de cette guerre, avec la mobilisation de Russes. D'ailleurs qui va mal se dérouler là, je pense que ça va mal se terminer. On vit une époque, là on vit un tournant de cette guerre avec effectivement le Donbass que l'armée russe n'a pas réussi finalement à prendre, l'armée russe qui a reculé, mais l'Ukraine qui reste très 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 fragile, et surtout on a un Poutine qui aujourd'hui veut prendre sa revanche et il va la prendre sous n'importe quelle forme. Il a noté aussi qu'il y a eu deux petits événements qui sont passés inaperçus. Là, il y a 2 pipelines qui ont été sabotés. Donc voilà, l'approvisionnement du gaz qui va sûrement bien évidemment être arrêté totalement vers l'Europe. On est vraiment à un tournant de l'histoire compliqué. C'est compliqué. Mon Farid, est-ce que tu partages un petit peu l'analyse de Nicolas sur le sujet ? Oui, globalement, je la partage. Peut-être un point sur l'histoire du blé. En fait, les gens n'ont pas conscience que l'Ukraine était vraiment le grenier d'une grosse partie de la planète. Ah oui. En fait, les gens ne le savent pas. On parlait en off là tout à l'heure, hors antenne, on parlait de la Tunisie notamment. Mais la Tunisie paye très cher dès maintenant, par exemple, le fait que le blé ne parvienne pas d'Ukraine. Et elle n'est pas la seule. Il y a le Liban. Le Liban, exactement, et ça va créer. Alors, c'est pas que l'Ukraine, c'est aussi un des défauts de la mondialisation. Il faut aussi le préciser. Quand on concentre la production à un même endroit, quand il y a un souci dans cet endroit-là, tout le monde paye cash. Tiens, je te pose une question là. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour le gaz. C'est la même chose pour le gaz d'ailleurs. Et oui, on a mobilisé nos énergies pour acheter du gaz en Russie, et sans se soucier à un moment qu'il pourrait y avoir un conflit. Enfin, il faut penser quand même que... C'est marrant parce qu'en gestion d'entreprise, en fait, ou même en gestion familiale, on dit, le dicton, c'est on met pas tous les œufs dans le même panier. Exactement. Et on se rend compte que certains pays, notamment l'Allemagne, pour ne pas la citer, en fait, ou une partie de l'Europe, en fait, a fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'elle a fait confiance. Elle s'est dit, de toute manière, on aura éternellement du gaz issu de la Russie. Personne n'avait prévu le cas de figure où en fait ça allait être une catastrophe. Et c'est encore pire pour l'Allemagne, et c'est encore pire, on en parlera tout à l'heure, pour l'Italie, puisque l'Italie importe son gaz de la Russie. Après l'Allemagne, c'est les 2 gros pays. L'Italie a signé des gros contrats avec l'Algérie. Oui, ça se passe bien. Ils sont pas encore. Et la victoire de l'extrême droite va permettre d'ailleurs
de nouveaux pipelines avec l'Algérie. Voilà, c'est-à-dire ça va être le deuxième sujet. La droite ou l'extrême droite italienne en fait était très favorable à la construction d'un gazoduc via la Sardaigne, qui sera développé dans les prochaines semaines à mon avis. Il vaut mieux des nationalistes ou des mondialistes alors finalement? C'est une très bonne question. Il y a un véritable sujet de réflexion. Mais oui, non, mais pour de vrai, hein. C'est vrai, vraiment un sujet de réflexion. Et alors, pourquoi je dis que pourquoi je parle pour moi en tout cas, c'est que dans ma petite carrière de réflexion, j'ai souvent évolué là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. La réalité, c'est que la mondialisation est universelle. Et après, le nationalisme, c'est que vous avez une réalité de territoire, de culture, qui font qu'on ne peut pas effacer du jour au lendemain. Et malheureusement, la mondialisation, en tout cas celle qui est décriée, très souvent, elle a comme conséquence de vouloir effacer certains. Il y a un troisième mot d'ailleurs, c'est le souverainiste. Exactement. C'est encore un troisième mot que tu pourrais. Il n'existe pas réellement. Par contre, le nationalisme est un peu fondu dans la mondialisation, par contre. Parce que si on prend le cas d'Italie, on va en parler dans un instant. Nationaliste, oui, mais elle n'aura pas le choix que de se conformer aux règles. Elle ne pourra rien faire. Il faut en avoir les. Enfin, j'aime pas trop le terme de nationalisme. Oui, moi mais parce qu'il y a une différence. Non, mais c'est pas un gros mot, un nationalisme. Non. Mais dans l'histoire, le problème du nationalisme, c'est que ça a amené très souvent du catastrophe. Tu préfères le patriotisme? Le patriotisme, pour moi, c'est plus sain. C'est plus sain. Bon, écoutez, à chacun son mot, hein, finalement. Et le patriotisme, en fait, ne peut être viable que lorsqu'on a vraiment les moyens. C'est ce qu'on parlait. T'as fait passer tout à l'heure le discours du général de Gaulle. Oui. Le général de Gaulle était très clairement conscient de ça. L'action du développement des centrales nucléaires en France, pour l'énergie, c'est exactement une condition patriotique pour la France. C'est ce qui permettait, jusqu'à François Hollande, d'être indépendant énergétiquement, tout simplement. Ouais, et on l'a perdu. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On l'a perdu. Oui, clairement. Bon, en tout cas, quoi en retenir en un mot de conclusion sur cette visite de la ministre des Affaires étrangères depuis son arrivée au Quai d'Orsay? Nicolas, tu la juges comment? Colonna, c'est une très bonne... elle connaît très bien ses dossiers. N'oublions pas qu'elle était porte-parole, c'était Jacques Chirac, c'est ça, aux Affaires étrangères, à l'Élysée. Elle connaît très bien ses dossiers, elle est plutôt discrète. Voilà. Est-ce que je peux être cynique, Christophe? Oui, vas-y, je t'en prie. En fait, la guerre n'est pas finie. Oui. Mais il y a déjà la reconstruction qui va arriver. Évidemment. On vient faire des affaires, c'est ça? Pas encore, mais on essaye d'avoir de bonnes relations. Oui, on commence à nouer des relations, bien entendu. Bien qu'elles soient très bonnes avec l'Ukraine, évidemment. Allez, dans un instant, on file en Italie à 2 jours donc de cette victoire de la coalition des droites. Tiens, on se posera la question, est-ce qu'une coalition des droites possible ou pas en France? Au vu de ce que l'on a comme schéma, ça me paraît très compliqué. Mais on n'est pas à l'abri, pourquoi pas, un jour. En tout cas, il y a une grande défenseuse de cette coalition, elle s'appelle Marion Maréchal. Elle n'arrête pas de la répéter depuis... Marion Maréchal et son compère Zemmour. Absolument, qui lui, ils avaient fait d'ailleurs... c'est leur grand dada. C'est leur grand dada, absolument. Ouais. Bon, Marion est beaucoup moins favorable à l'Union des droites. C'est pas la même chose, c'est incomparable avec la situation en Italie. Oui. Petite information au passage, messieurs. Vous savez qu'il y a la Ligue arabe qui va se dérouler à Alger les 1er et 2 novembre prochains. Le ministre de la Justice algérienne est parti au Maroc remettre une invitation officielle de l'Algérie pour une participation à cette Ligue arabe. Voilà. Tout arrive. Oui, bien sûr. À tout de suite, ne bougez pas. Je crois qu'ils ont plus de relation. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, avec Nicolas Jeanneté, adjoint au maire du 15e en charge de la sécurité, également présent au Conseil de Paris, cher Nicolas, et évidemment directeur des centristes. Comment va les centristes d'ailleurs, Nicolas ? Écoute, on se remet de 3 défaites successives quand même. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait apparemment une ouverture d'enquête concernant les financements de Madame Pécresse pour sa campagne présidentielle. Un signalement qui a été d'ailleurs fait par Monsieur Bayou. Oui, je sais pas sûr, il faudrait que je regarde. Non, si, je te le garantis. J'aimerais voir sur quel point précis on
sur le financement de la campagne. Bon, de toute façon, elle n'a pas été remboursée, hein, tu le sais bien. Oui. Donc, l'État français n'a pas mis 1 euro dans sa poche pour en rembourser, puisqu'elle n'avait pas atteint le plafond, donc le seuil, pardon. Donc voilà, bon. Alors revenons à nos moutons, si je puis dire. Et l'Italie qui bascule à droite et à l'extrême droite. L'Alliance des droites obtient 44% des suffrages aux élections législatives, dont 26% pour Fratelli d'Italia, une majorité nette à la Chambre des députés au Sénat. Pour la coalition à gauche, le patron du Parti démocrate a déploré un jour triste pour l'Italie, a-t-il dit. Il a annoncé qu'il abandonnait ses fonctions lors du prochain congrès du parti. Giulia Meloni a reçu le soutien de la Pologne, de la Hongrie, du parti d'extrême droite espagnol et du Rassemblement national en France, bien entendu. Mais Emmanuel Macron respecte un choix démocratique et appelle à continuer à œuvrer ensemble. Alors, comment expliquer le score de l'Alliance des droites qui est Giorgia Meloni, une fasciste, une post-fasciste, une conservatrice, une populiste? L'Italie va-t-elle connaître un recul des droits des femmes et des minorités? Proche de Viktor Orban, son accession au pouvoir est-elle un défi pour l'Europe? Et quelle sera finalement la relation entre l'Italie et la France? Quel sera même d'ailleurs le programme de la troisième puissance économique du vieux continent? C'est un peu toutes ces questions auxquelles on va tenter de répondre, mon cher Nicolas. Première réaction d'abord, quand tu as vu ce score qui était prévisible et attendu dimanche soir. Comme tu l'as dit, il était prévisible. Sur les résultats des élections, d'abord, il faut noter 3 choses. La première chose, c'est qu'on a aussi là un taux d'abstention record. Oui. Excusez-moi, il faut le dire, je crois que c'est près de 40%. Je rappelle qu'en France, on était un peu moins. Mais un peu moins. En France, on était à 26%, je crois, d'abstention. Donc c'est quand même une abstention très importante. Deuxièmement... C'est ce qui profite à chaque fois aux extrêmes, d'ailleurs. Bien évidemment. Deuxièmement, il a noté que ce sont les jeunes et les classes populaires qui ont voté pour elle. Encore une fois, ça veut dire que les partis politiques aujourd'hui n'ont pas réussi, en tout cas en Italie, à répondre à l'attente des jeunes et des classes populaires. C'est le problème de la droite et du centre droit en général. Ça a été le problème en France, c'est le problème dans beaucoup de pays. Elle est jeune, 45 ans, elle n'a jamais pris voilà, justement, c'est politique. très bien. Et troisièmement, je crois que ça joue beaucoup à la personnalité. Cette candidate, je ne sais pas si vous avez regardé, vous l'avez vu à la télévision, elle est l'italienne parfaite, c'est-à-dire typique. Elle est tout le temps souriante, elle se marre tout le temps, elle rigole tout le temps, elle est très énergique, et je crois que beaucoup d'Italiens se sont retrouvés dans cette femme italienne. Après, bien évidemment, elle a créé un parti qu'on peut dire pro-fasciste. En tout cas, elle a déclaré dans sa jeunesse que Mussolini était sûrement l'homme d'État le plus important d'Italie. Oui. Elle s'est servie du logo de l'époque des 2 flammes qui sont emblématiques du fascisme italien pour le logo de son parti. Et ensuite, elle a fait, comme Marine Le Pen, elle s'est normalisée au maximum. Elle a été quand même plusieurs fois députée, elle a été même ministre, et donc elle a réussi à normaliser son parti, et aujourd'hui, à se faire élire. Alors, est-ce qu'elle est aujourd'hui... Elle n'est pas très pro-Ukraine, hein, par contre, hein. Elle est plutôt pro-russe. Non, elle est totalement pro-Ukraine, et surtout elle est pro-OTAN. Elle est pro-OTAN. D'accord, donc totalement. Totalement pro-OTAN. Il y a 2 camps en Italie. Qui à la différence de la France de Marine Le Pen. Exactement, à la différence de Marine Le Pen et même de Zemmour. Donc elle est totalement pro-OTAN. Tu m'as fait perdre le fil de ce que je voulais dire. Ben voilà, qu'est-ce que je ne sais plus ce que tu voulais, je disais. Oui. Donc, pareil, elle a normalisé, ce que tu disais, c'est qu'elle a normalisé le discours, elle a bénéficié aussi d'une classe politique italienne, notamment. Assez médiocre, hein. Je dirais pas assez médiocre, mais qui répondait pas aux attentes des Italiens. Il y a une crise énorme, à la fois économique et migratoire en Italie. Il faut aller en Italie pour s'en rendre compte. C'est l'Italie qui reçoit les bateaux de migrants, et puis la Grèce à côté. Donc je pense qu'il y a eu un ras-le-bol, bien évidemment général, de la population. Et pour moi, là aussi, il y a une partie de vote contestataire. Alors, la question que tu posais, c'est est-ce qu'elle est fasciste elle-même? Est-ce que c'est un vote fasciste ou c'est un vote ultra-conservateur?
Moi, je dirais que c'est plutôt un vote ultra-conservateur, parce que économiquement, elle est dans la mouvance de tous les grandes puissances européennes. Les seuls très très conservateurs ou extrémistes qu'elle peut avoir, c'est sur les sujets sociétaux, puisqu'elle remet par exemple en cause l'IVG, et pas forcément d'ailleurs totalement, puisque elle veut restreindre le droit à l'avortement en laissant la liberté de choix et de conscience aux médecins. Donc c'est finalement, on sait que 80% des médecins, notamment dans le nord de l'Italie, sont contre l'avortement. Donc forcément, il sera de plus en plus difficile de se faire avorter en Italie. Elle est aussi très intransigeante sur la communauté LGBT, notamment elle refusera aux couples homosexuels d'adopter. Voilà, sur quelques notions, mais je pense très sincèrement... Mais cette alliance, elle est fragile ou pas tiens Farid, l'alliance des droites, parce qu'on dit que ça va être un peu compliqué quand même c'est évident, c'est évident. Mais en fait, on oublie, mais l'Italie n'est pas à sa première, en tout cas, elle n'est pas à sa première dirigeant ultra-conservateur, pour pas dire autre chose. Je rappelle qu'il y a eu Silvio Berlusconi, qui a quand même fait 8%, hein. Exactement. Et qui a fait 8%. Et il y a Matteo Salvini dernièrement. Bah oui. Bon, moi, cette coalition est extrêmement fragile. Je rappelle que l'Italie a un système parlementaire qui est complètement différent du nôtre, et que ça peut tomber beaucoup plus facilement qu'en France. Durée de vie d'un gouvernement en Italie, c'est 18 mois. Hein. Oui, voilà, donc, par contre... Et il faut 2 mois pour le constituer. Exactement. Déjà. Et puis, Nicolas l'a parfaitement dit. En fait, on met des mots sur des gens, etc., mais on ne s'intéresse jamais aux habitants, aux gens, aux citoyens. En réalité, il y a un ras-le-bol. Moi, je vais régulièrement en Italie. Est-ce que tu sens qu'il y a quand même une espèce de défiance envers les étrangers, par exemple, Farid, en Italie? Moi, je l'ai pas senti, ça. Non, c'est pas ça. C'est pas une défiance vis-à-vis de l'étranger. C'est une fatigue de pas pouvoir résoudre. Par exemple, tu le ressens quand même. Hein. Pardon ? En Hongrie, on ressent cette défiance. Où ? En Hongrie. En Hongrie, oui, c'est différent. Oui. La Hongrie n'a pas, géographiquement, c'est pas est différente, et en plus, elle n'a pas la même politique migratoire. Oui. L'Italie a toujours été un pays d'accueil, historique. Malgré elle, parfois. Oui, mais les Italiens sont des gens extraordinaires. Exactement, ils ont toujours été très généreux. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un ras-le-bol, ce qu'en France, on pourrait qualifier on pourrait qualifier la même chose en France, sauf qu'on n'aime pas l'affronter réellement, et à un moment donné, vous avez des habitants qui, malgré la générosité, malgré tout ce que vous voulez, vous disent c'est terminé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme un peu comme ce qui risque de se passer. On parlait tout à l'heure de l'Allemagne, mais l'Allemagne, en fait, c'est une catastrophe quasiment programmée dans les années à venir, sachant que les Allemands le sont beaucoup moins généreux, entre guillemets, malgré leur protestantisme, que les Italiens. Les Italiens, en fait, à un moment donné, disent stop. Et moi qui vais régulièrement là-bas, je peux vous dire qu'en fait, c'est visible. C'est qu'à un moment donné, les Italiens ont toujours accepté de l'immigration, même de masse. La difficulté, c'est que quand vous avez cette immigration-là qui commence à prendre pied, et qui, à un moment donné, parce qu'il faut se mettre à la place des gens, puisque enfant d'immigré que je suis, il y a aussi ce besoin de reconnaissance, eh bien les Italiens, jusqu'à présent, comme les Espagnols, avaient une politique, c'était de dire, on vous accueille, il n'y a aucun souci, mais vous ne serez jamais des Italiens. On peut vous donner un passeport, mais la culture italienne, elle nous est propre. Or, aujourd'hui, en vérité, il y a un véritable conflit là-dessus. Je rappelle que la gauche en Italie est quand même extrêmement forte, que c'est un pays où le Parti communiste, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, était relativement... Là, il s'est écroulé, là. Là, il s'est complètement écroulé. Mais, en fait, tant qu'on n'aura pas... C'était un petit peu une tendance en Europe, d'ailleurs. La gauche en Europe, non mais la gauche en Europe, on peut pas dire qu'elle soit. Mais parce que l'Europe est confrontée. On parlait tout à l'heure de la mondialisation. Ça, je te parle de défis en fait. On parlait tout à l'heure de la mondialisation et notamment des soucis que la mondialisation pouvait apporter. D'un point de vue identitaire, tu parlais tout à l'heure de culture. On parlait de culture, mais d'un point de vue identitaire, l'Italie c'est comme une civilisation. Bien sûr. Et donc du coup, vous avez des gens qui se crispent parce qu'ils se disent mais attendez. Ma civilisation est en train d'évoluer, pas forcément dans le sens que je souhaite. D'ailleurs, son slogan de campagne, c'était Dieu, patrie, famille. Et on commençait par Dieu. Absolument. Hein, c'est quand même incroyable. On ose imaginer ça en France. Les relations avec la France, Macron a salué et respecte la démocratie, a-t-il dit. Oui. C'était le service. C'était le service minimum. Et Elisabeth Borne a dit, j'ai noté, sa vigilance vis-à-vis des droits humains. Donc il y a une vraie vigilance. Pourquoi ? Parce qu'elle a été
dans ses propos très francophobes. Elle a accusé souvent la France de piller le sous-sol africain. Je l'ai noté. Oui. Les mêmes gens qui applaudissaient justement quand elle avait ce discours-là, aujourd'hui, ce sont les mêmes qui la critiquent parce qu'en fait, elle est fasciste, soi-disant. C'est vrai. Mais elle a eu des propos très durs contre la France, en disant qu'on faisait travailler les mineurs, en disant que le franc CFA était à l'origine de la faiblesse aujourd'hui de l'Afrique. Elle est francophobe. Voilà. Alors après, elle est aussi eurosceptique. Mais et tu posais la question dans ton introduction, le problème c'est qu'aujourd'hui elle est pieds et mains liés à l'Europe, notamment financièrement. Bah oui. Et donc finalement sa marge de manœuvre est assez réduite. Oui, c'est pour ça que je suis pas dramatique. C'est dramatique en termes peut-être en avancée sociétale, où l'Italie va peut-être un peu regresser, mais économiquement, de toute façon, sa marge de manœuvre sera extrêmement réduite. Je te coupe là-dessus, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, Nicolas, et on va en parler dans un instant. Tiens, on va s'arrêter là-dessus. Tu dis c'est dramatique peut-être sur une avancée sociétale. Pourquoi serions-nous peut-être les donneurs de leçons sur ce qui est ou ce qui devrait être une société, j'allais pas dire parfaite parce que ça n'existe pas, mais en tout cas qui réponde à toutes les attentes de chacun. Et il faut à un moment, il faut peut-être se dire que les gens sont différents selon l'endroit où ils habitent et que la culture italienne peut être parfois différente de la France, comme la culture allemande, comme la culture hongroise, comme la culture marocaine, comme la culture vénézuélienne. Et il faut qu'on arrête de se mettre tout de suite comme étant notre société à imiter, à copier. Franchement, il y a beaucoup d'imperfections dans notre société et ce qui se fait ailleurs, qui peut nous paraître comme quelque chose qui peut considérer comme une société qui recule, peut parfois correspondre, j'allais dire, à une culture. Voilà. On en parle dans un instant, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, Nicolas, et je saisis ce sujet au pied levé dans un instant, juste après la petite pub. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. J'aime cette émission parce qu'on a des vrais débats. Voilà, dans cette émission avec Farid Tebsamani aujourd'hui, avec Nicolas Jeannetet, on parlait évidemment de la victoire des alliances de droite en Italie, à 2 jours après. Et on se posait la question parce que Nicolas a fait une réflexion très intéressante en disant, voilà, Madame Borne s'inquiète des droits humains, évidemment. Et je me posais la question, finalement, nous, Français, on est des grands donneurs de leçons. À l'échelle, on peut le voir et l'entendre. Notre système sociétal aujourd'hui doit être celui qu'il faut imiter, celui qui doit être copié, celui qu'on doit faire prospérer dans le monde. Alors ça ne veut pas dire que d'autres cultures ne font pas la même chose, mais on parle aujourd'hui, en l'occurrence, de la France. Tu trouves pas, mon cher Farid, qu'on est quand même assez donneur de leçons en général, hein, en général. Oui, mais quand on parle d'un pays, on a tout de suite des critiques en faisant le lien avec notre société. En fait, et ça me dérange un peu, moi, personnellement. C'est peut-être dérangeant, mais en fait, ça s'explique historiquement, tout simplement. Donc, pourquoi ça s'explique historiquement? C'est que la révolution industrielle, ayant commencé en Grande-Bretagne et en France, on a une avancée technologique supérieure au reste de la planète, pour faire très court. Et donc, du coup, quand vous avez une avancée technologique, vous vous permettez d'avoir pas mal de gains, et à un moment donné, vous pouvez payer des gens à réfléchir. Et donc, vous avez eu ce qu'on appelle le siècle des Lumières, qui a abouti, notamment, justement, à une certaine volonté de progressisme. Donc effectivement, qu'il fallait absolument, en tout cas, c'était la volonté, d'où la colonisation, une partie de la colonisation, c'est aussi ça, c'est de dire nous allons aider les autres, ça part pas forcément d'un mauvais sentiment. Dans les faits, c'est plus discutable, bien sûr, mais c'est cette volonté-là. Et c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de civilisations. On parle de l'Italie, par exemple, la civilisation romaine, si c'est pas ça, c'est pas autre chose. On parle beaucoup ici dans cette radio de l'islam, par exemple. Oui. Bon, la conquête islamique, si c'est pas ça, c'est pas autre chose. Maintenant, d'un point de vue contemporain, nous, Français, là où on a un peu du mal à accepter, c'est qu'en fait, on est redevenu, nous sommes un petit pays qui a une longue histoire et qui est une puissance diplomatique, militaire, tout ce que vous voulez, mais on a du mal à accepter le fait que, aujourd'hui, le monde, il évolue pas forcément comme
comme on le souhaite. Et c'est effectivement cette notion de vouloir donner à tout prix des leçons, elle est problématique. Et d'ailleurs, on l'accepte très mal lorsque d'autres pays nous font la morale. Tu as complètement raison. Je pense qu'il faut à un moment donné rééquilibrer un peu notre schéma. Mais voilà, nous sommes français et on évolue comme on est. Ouais, Nicolas, on est un peu de l'ordre de leçon, non, et en même temps, Elisabeth Borne, elle a raison. Quand elle dit « je vais être attentive aux droits humains », faut pas oublier que la future première ministre italienne... on parlait des droits humains aussi en France. Non, mais par exemple, dans son programme, il y a un blocus naval, et donc... on peut s'interroger sur l'accueil des migrants sous sa gouvernance. L'accueil des migrants, parlons-en en France, il y a de quoi dire. Non, mais je veux dire, avant d'aller donner la leçon aux autres, et en l'occurrence aux Italiens, qui contrairement à la France quand même... la France a un très mauvais accueil. Aujourd'hui, les migrants. Il va demander aux Afghans, aux Syriens, aux Irakiens, aux Soudanais, comment on accueille ici en France. Non, mais si on reprend les 3 sujets, migrants, homosexuels ou droit à l'avortement, voilà 3 avancées. Entre guillemets, l'accueil de migrants, la défense des homosexuels ou le droit à l'avortement, 3 avancées qu'effectivement aucun pays en Europe n'a envie de voir régresser. Voilà. Et je pense que c'est dans cette attention-là qu'elle l'a dit. Mais effectivement, on n'est pas forcément donneur de leçons. C'est des idées progressistes, on a envie de faire partager aux autres pays au monde notre avancée, notre vision. On voit qu'en Europe, l'extrême droite est en train de faire une avancée certaine. La Hongrie, aujourd'hui l'Italie, la Suède, la Pologne, non ? La Pologne, c'est un régime très très conservateur, mais d'accord. Oui, limite. Est-ce qu'on peut imaginer, mon cher Farid, qu'en 2027, lors de la présidentielle, et on le voit d'ailleurs avec toutes ces manœuvres qui s'opèrent en ce moment au Rassemblement national, on voit aussi des grands défenseurs de l'union des droites, à l'image de Zemmour, de Marion Maréchal. Est-ce qu'en France, le schéma italien est possible ? Moi, j'y crois pas. Oui, pour quelle raison tu n'y crois pas ? D'un point de vue de l'organisation des élections, aujourd'hui, le mode de scrutin n'est absolument pas le même et ne favorise pas celle-ci. Et après, d'un point de vue idéologique, on voit bien que la digue n'a jamais cédé, pour l'instant, en tout cas, chez ce qu'on appelle la droite républicaine ou les LR d'aujourd'hui. Donc, elle n'a pas cédé. Je ne vois pas comment elle cédera demain. Et puis après, il y a dans l'extrême droite... des éléments de la droite classique qui ont quand même cédé et qui sont passés de l'autre côté. Ouais, mais franchement, c'est anecdotique. Oui. Objectivement. Et puis, dans l'extrême droite, entre le Rassemblement national, Marine Le Pen, pour faire simple, et Éric Zemmour ou sa nièce Marion Maréchal Le Pen, en fait, c'est 2 logiques complètement différentes. Marine Le Pen, c'est une extrême droite populaire. Oui. Et absolument pas conservatrice. Comme on peut reprendre le propos de Nicolas. Normalisée. Oui, mais surtout populaire. C'est... Par contre, à la comparaison avec l'Italie, c'est l'électorat populaire, ouvrier, voire même de la jeunesse. Elle a pris l'électorat du Parti communiste, des classes populaires françaises. Voilà. Alors que Marion Maréchal Le Pen ou Éric Zemmour, c'est un électorat très conservateur, beaucoup plus conservateur qu'on le pense. Catho. Moi, je fais attention, de classe supérieure souvent d'ailleurs. Exactement, mais qui est objectivement très limité en réalité aujourd'hui. D'un point de vue numérique, on a vu ce que ça pesait, tout simplement. Oui, je pense que c'est pas comparable. D'abord parce que, tu l'as dit toi-même, Christophe, le type d'élection n'est pas la même. Donc, je rappelle qu'elle a fait 43%, c'est ce qu'a fait Le Pen aux élections présidentielles. Donc, à la limite, Le Pen n'a pas besoin c'est l'Alliance de droite qui a fait 44%, elles sont parties, a fait 26%. Aujourd'hui, Le Pen n'a pas besoin de faire l'union des droites pour gagner. C'est d'ailleurs ça très inquiétant pour les prochaines présidentielles. En 2027, il y en a un qui commence à monter là. Qui ? Bardella ? Bardella, ouais. Il est trop jeune pour être candidat à la présidence de la République, mais encore une fois, Marine Le Pen n'a pas besoin d'union des droites pour gagner. Bon, Zemmour, lui, a besoin, parce qu'il est effectivement très faible. Après, on pense bien évidemment aux Républicains. Est-ce que les Républicains ont aujourd'hui, si par exemple Ciotti gagne la présidence des Républicains, est-ce que les Républicains ont intérêt à faire l'union des droites ? Non, parce qu'ils disparaîtront complètement. Donc, je crois que l'union des droites, Mais c'est le seul qui pourrait éventuellement le faire, Ciotti, non ? C'est le seul, effectivement, qui pourrait
Parmi le casting des candidats à la présidence. Tout à fait. C'est le seul qui pourrait aujourd'hui, il l'a dit lui-même pendant l'élection présidentielle, entre Macron et Zemmour, je voterai Zemmour. Et d'ailleurs, pour moi, et pour nous en tout cas, c'est une ligne à ne pas franchir. D'ailleurs, nous, on l'a annoncé chez les centristes, si Ciotti prend la présidence des LR, nous quitterons l'alliance naturelle qui est chez nous depuis 20 ans avec les Républicains pour sûrement former un nouveau parti. On va prendre la direction du standard avec vos appels au 01 40 33 9000 parce que c'est vrai, je le répète pas assez, mais vous êtes évidemment les bienvenus pour commenter avec nous l'actualité, apporter votre grain de sel. Et il nous intéresse au 01 40 33 9000. Salut Abdel. Salut Christophe, heureux de t'entendre. Ah bah tu sais Christophe, je veux dire un truc. Oui. Si tous les pays arabes, on les a tous perdus, et ça j'en suis sûr, hein, et ils veulent plus traiter avec nous pour la plupart, c'est parce qu'on leur prend la tête avec les droits de l'homme. C'est qui nous? Alors que nous, la France. Nous, okay. Nous la France. Alors nous sommes pas un pays de droits de l'homme, parce que je vais t'expliquer. Quand on tue une femme parce qu'elle a mal mis son voile, c'est horrible, hein, c'est inadmissible. Mais quand on tue quelqu'un pour refus d'obtempérer, je vois pas trop de différence. Surtout que les refus d'obtempérer qui se font abattre d'une balle dans la tête, c'est toujours le même profil. Je me demande si c'est un autre profil, est-ce qu'ils vont appuyer aussi vite sur la gâchette. Alors quand on dit qu'on est les pays des droits de l'homme, alors qu'on met des balles dans la tête pour un refus d'obtempérer, on ferait mieux de se taire. On ferait mieux de se taire et arrêter de leur prendre la tête avec ça pour pouvoir enfin aller signer les contrats. Et encore une fois, moi qui ai travaillé pour les Saoudiens, j'ai travaillé avec les Saoudiens pendant 15 ans. Si vous voulez faire des affaires avec un Saoudien, faut surtout pas lui prendre la tête avec ça. Sinon, vous ne signez absolument rien. Et il serait temps que nous, les Français, et que les hommes politiques, on s'en rende compte. Merci Abdel. Petit commentaire? Juste une chose, la France n'est pas le pays des droits de l'homme, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est le pays de la déclaration des droits de l'homme. Absolument. C'est une énorme nuance. Mais tu as raison, mais sauf que, et c'est vrai, à tort, on répète souvent que le pays, la France est le pays des droits de l'homme. C'est une ignorance. C'est une ignorance. Et puis, alors, je veux juste rebondir sur le refus d'obtempérer. Excuse-moi, je suis plutôt du côté de la police. Le nombre de policiers qui sont aujourd'hui tués, qui mettent en vie leur danger pour leur vie pour un salaire de misère. Aujourd'hui, je comprends pas. Si on n'a rien à se reprocher, pourquoi on ne s'arrête pas quand un policier nous arrête. Donc, la comparaison n'a pas bonne du tout. Il y a deux sujets totalement différent. J'ai une petite pub AXA, hein, ça change de la police, pardon, et dans un instant le zapping. En direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Nicolas Jeannetet, avec Farid Tabsamani. Oui, je vois que ça vous passionne là, le refus d'obtempérer, mon cher Nicolas. Tu nous disais, oui, tu es du côté de la police. Moi, je te pose la question quand même. On n'a pas une police qui est quand même assez mal formée, où on se retrouve avec des drames, bien que, et tu as raison. Mais le drame vient d'où? Le drame il vient de celui qui refuse de s'arrêter. Si je n'ai rien à me reprocher, pourquoi je m'arrête pas? Et tout simplement, moi, si on m'arrête demain, je m'arrête. Bon, si on ne s'arrête pas, même si tu as quelque chose à te reprocher, et même si j'ai quelque chose à me reprocher, on s'arrête. Enfin, il y a une loi, il représente la force publique, il représente l'État. On est dans un pays de droit. Quand on nous demande de nous arrêter, alors il y a quelquefois des bavures, oui, ça arrive, mais dans tous les métiers, il y a des bavures. Bon. Et il y en a d'ailleurs pas trop tant que ça dans la police. Mais aujourd'hui, voilà. Certains habitants des quartiers, tu vas voir, ils vont te dire ce qui se passe. Je connais. Dans les commissariats, comment on traite les gardes à vue. Mais enfin bon. Et ça, je le tiens d'avocats qui sont vraiment, voilà, qui n'ont pas le droit de parler, mais qui nous disent comment ça se passe les gardes à vue. Il y a toujours des brebis galeuses quelque part. Il y a toujours des brebis galeuses quelque part. Il y a toujours des problèmes. Je suis d'accord. Voilà. Dans l'instant T, si tu veux, mais il va pas non plus. Voilà. Mais voilà, il y a des choses quand même bizarres et quand même, on a une police qui, pour moi, en tout cas, est de moins en moins formée et ça se ressent et ça se voit. C'est tout. Pas plus ni moins, mon Farid, non? Non, très clairement, il y a... Tu sais, je fais de la formation, et notamment auprès de futurs policiers. Ouais. Effectivement, il y a un défaut de formation qui est comparativement à il y a 10 ans, 15 ans, est essentiel. Il y a aussi un défaut de vocation. Faut aussi le dire, mais pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand vous êtes policier, est-ce que vous êtes considéré encore aujourd'hui comme l'autorité? Moi, franchement, je trouve ça. Aujourd'hui, non. Comment? Aujourd'hui, non. Mais non, aujourd'hui, non. Avec les quand tu penses que les enfants de policiers disent à leurs enfants, ne dis pas à l'école que je suis policier pour pas avoir de problème. Enfin, il faut se mettre dans la peau d'un policier qui part le matin et qui se dit, je vais peut-être me faire flinguer pendant la journée. Faut avec un salaire qui est quand même très très bas aujourd'hui. Pour moi, il y a un problème de fond. Moi, je vais parler d'un pays que je connais un peu, celui de mes parents, qui s'appelle le Maroc. Un peu plus près du
micro alors. Le Maroc, par exemple, si tu prends le Maroc, le policier est particulièrement respecté au Maroc. Absolument. Alors, c'est pas la démocratie française, certes, mais le policier, c'est quelque chose de très respecté, de quelque chose de très digne, et donc du coup, les gens sont fiers lorsqu'ils ont leurs enfants qui rentrent dans les académies de police, etc. Aujourd'hui, on a un souci qu'on ne veut pas aborder en réalité, parce que vous avez toute une lame de fond, je ne vais pas utiliser les mots qui fâchent, mais de gens à l'extrême gauche, justement, qui profitent de ça, parce que tout ce qui est lié à l'autorité, en fait, est problématique pour eux. Et ils ont réussi, et je le regrette profondément, ils ont réussi à inculquer ça à notamment une partie de notre jeunesse. Et quand vous avez des bavures en même temps, effectivement, ça fait pas bon ménage, malheureusement. Farid a raison de poser ce problème. Il y a aujourd'hui une défiance à l'autorité de l'État. Et pas seulement les policiers, les infirmiers qui se font agresser, les SOS médecins qui se font agresser, même les élus qui se font agresser. Tout ce qui représente l'État est aujourd'hui une cible chez une certaine partie de la jeunesse. Il faut arrêter parce que l'autorité de l'État. S'il n'y a plus d'autorité de l'État, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus rien et ça part en vrille. Ouais, mais s'il n'y a plus d'autorité, c'est peut-être à cause de l'État, non? Non, c'est parce que il y a beaucoup de maux dans cette société qu'il faut aujourd'hui combattre. Il y a un problème d'ailleurs qu'il y a un problème dans ce pays, on veut faire une loi. Donc, non, c'est pas un problème. Il y a un problème d'éducation, beaucoup d'éducation. Problème d'éducation, beaucoup. L'école n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait faire. C'est la base. L'école, c'est pour le jeune l'entrée dans la République. Ouais. Aujourd'hui, il y a vraiment un problème à l'école. Il y a des problèmes aussi chez les familles. Il faut aussi l'admettre. On met toujours ça sur le dos de l'école, mais les familles ne sont pas toujours à la hauteur pour élever les enfants. On a aujourd'hui de plus en plus de familles monoparentales où les jeunes sont livrés à eux-mêmes toute la journée. Elle pour instruire, pas pour éduquer. Hein. Ah, je suis pas d'accord, Christophe. Non, l'école n'a jamais eu un rôle d'éducation. Malheureusement, dans le code, contrairement à ce que tu dis, le code de l'éducation, en fait, est très clair. En fait, il y a un rôle d'éducation dans l'école publique française. C'est de la transmission, Farid. C'est pas d'éducation. Non, Christophe, il y a la transmission de savoir. Tu as raison, mais il y a également un rôle d'éducation. L'éducation, le rôle de l'éducation, il passe par le respect du professeur. Aujourd'hui, le professeur n'est plus respecté. Non, Nicolas, ça c'est tout confondre parce que quand tu dis ça s'apprend à la maison, ça, le respect, la politesse. Alors Christophe, c'est pas à l'école. Il existe des enfants où la maison c'est défaillant. C'est l'école qui prend le relais. Ouais. On est bien obligé, Christophe. C'est pour ça qu'on a créé l'école publique avec Jules Ferry, je suis désolé de le dire, qui est la création même de la laïcité en France, c'est Jules Ferry, c'est l'école. Ouais. Pourquoi ? Parce que justement, on veut donner à tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale, etc. Alors, dans les faits, ça fonctionne pas forcément. Vrai, c'est pas, on est d'accord, mais il faut pas dire que l'éducation nationale n'a pas un rôle d'éducation. D'ailleurs, le titre en France, c'est pas l'instruction nationale. C'est l'éducation nationale. Oui, mais tu as raison, mais Farid, à notre époque, je veux pas faire le nostalgique à deux balles, mais il y avait quand même pas les mêmes choses que l'on rencontre aujourd'hui. On voit par exemple, il y a un conflit avec un prof, avec un élève. Le parent, à l'époque, à mon époque, je suis pas si vieux que ça, le parent d'abord respectait le professeur et surtout prenait systématiquement ou quasi systématiquement fait et cause pour le prof. Et c'est-à-dire que l'enfant, il avait fait une connerie. Des fois, je vais schématiser, mais pour aller encore un peu plus loin, mon père me racontait s'il se prenait une engueulade ou une mauvaise note, le prof prenait une grosse claque à la maison. Il se prenait une grosse claque à la maison, c'est clair. Mais on parlait tout à l'heure d'une crise, une crise de l'autorité. Et aujourd'hui, le parent, il vient et défonce la gueule du professeur. Mais Christophe, on a déjà eu ce débat ici. Il y a une véritable crise de l'éducation nationale. La vocation aujourd'hui d'être enseignant, le respect, la reconnaissance vis-à-vis de ce corps de métier, aujourd'hui, elle n'existe quasiment pas. Et il y a un problème de vocation aussi. Bien sûr, et comme d'ailleurs, on revient comme pour les policiers. Absolument. Il n'y a pas de reconnaissance du policier et il y a une crise de vocation chez les policiers. Les jeunes enseignants qui travaillent en comment dirais-je, en ZEP+. Oui. Ils ont 300 € de prime. Oui, mais je suis là. On est d'accord. Aujourd'hui, on achète par l'argent. Mais si au moins ça fonctionnait. Mais ça fonctionne même pas. Mais ça peut pas fonctionner parce que 300 €, objectivement, on va pas revenir à l'inflation, etc. Encore une fois, la comparaison avec le Maroc.
le salaire d'un enseignant ou d'un policier au Maroc, en proportion par rapport à la moyenne nationale des salaires, elle est beaucoup plus forte. Alors qu'aujourd'hui, le salaire d'un policier ou d'un enseignant, elle est beaucoup plus faible par rapport à la moyenne, enfin la médiane en France. Et ça va qu'empirer, parce que quand on voit le recrutement des professeurs vacataires par le ministre de l'Éducation qui sont formés en 3 jours, ça va être catastrophique. Ouais. Donc effectivement, il faut tout remettre à zéro à un moment. Et d'ailleurs, sur la crise des vocations, etc., là on parle on parle pas seulement des professeurs, on parle de médecins, on parle des infirmiers, on parle des conducteurs de train, des chauffeurs de bus. Quand est-ce que dans ce pays, on augmentera les salaires, tous les salaires, de façon importante pour valoriser tous les métiers? Ça, c'est important. Tu sais, Christophe, si demain... Dernière chose, on a le zapping. Oui. Vas-y. Si demain, tu payais correctement ces gens, avec un contrôle derrière, bien sûr. Il ne suffit pas uniquement de bien les payer, point. Donc du coup, derrière, tu les formes correctement. Tu as des gens qui sont vraiment motivés, etc. Je peux te dire, tu corriges la balance. La difficulté, c'est qu'en France, l'éducation nationale, c'est le premier poste budgétaire de notre budget en France. Tout à fait. Il va être discuté là prochainement. Ouais. Et donc la difficulté, c'est que, je ne vais pas reprendre les termes d'un ancien ministre, mais c'est un mammouth aussi. Et donc du coup, il est compliqué de la faire évoluer, alors que c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que le reste de la société, les conséquences de la société, c'est d'abord l'éducation nationale. Le mammouth, c'est Luc Ferry, non ? Non, c'était... non, pas Rocard. Non. C'était pas Luc Ferry. Non. C'est un ministre de gauche, d'ailleurs. C'était sous Jospin. C'était le ministre... J'ai oublié. C'était Ferry, je crois, non ? Non, pas du tout. C'était pas du tout Luc Ferry. Comment il s'appelait juste avant, là. Écoute, il n'est pas resté, d'ailleurs, à cause de... Il n'est pas resté très longtemps. Allez, c'est parti pour le zapping. Non, le zapping, il est là. Alors, on va pas se tromper de jingle quand même, s'il vous plaît. Allez, on y va. Jingle et zapping. Il y a de quoi commenter. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Parce que les mots, Boboula, d'accord, ça veut dire... Maintenant, on va très franchement jouer un barbu en djellaba. L'immigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible ? Une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait à nous mettre les talons. Alors, dans notre zapping aujourd'hui, à commenter, messieurs, tout d'abord et pour commencer, l'avocate de Julien Bayou a pris la parole hier. Écoutez. Le 4 juillet, elle envoyait à Julien Bayou un courriel menaçant et haineux. « Inquiète-toi, je vais revenir et en force ». Dans ce courriel, elle l'assure de sa volonté de le mettre, je cite, « hors d'état de nuire ». Et elle lui prédit, je cite toujours, une chute douloureuse. Julien Bayou constate avec amertume et colère l'instrumentalisation du juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques. Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades. Il va pas quand même, hein. Toutes les croisades et tout. Bon, règlement politique rapidement dans cette affaire Bayou, Farid. Oui, probablement. Je veux dire, faut pas se leurrer. Mais il y a un truc qui m'a choqué, moi, c'est que sous prétexte qu'il n'y a pas d'agression sexuelle ou physique, en fait, on minore justement la pression psychologique et l'agression psychologique. Qui n'est pas un délit. Oui, mais moi je trouve ça scandaleux, en fait. Oui. Parce que en fait, il y a aussi, de la part de certains, je ne vais pas refaire ici ce qu'on appelle les pervers narcissiques, je ne dis pas que c'est son cas, mais quelque chose qui est beaucoup plus lourd. Et dans le monde politique, malheureusement, c'est quelque chose qui existe aussi. Oui, Nicolas, règlement politique sur l'affaire Bayou, le problème, c'est qu'on ne sait rien. Et justement, on n'arrive pas à se faire une opinion. J'ai du mal à comprendre. Selon Sandrine Rousseau, que son ex-compagne a. D'après le procureur Rousseau, hein, parce qu'elle s'est érigée en procureur et face à des tribunaux médiatiques. Non, soyons. Je suis pas écologiste, je ne défends pas Julien Bayou, mais je pense que Julien Bayou n'aurait pas démissionné. Ou alors, il y a deux possibilités. Soit il y a des choses très graves qui vont arriver. Et effectivement, il a démissionné parce qu'il a quand même quitté 2 gros mandats. La présidence du groupe écologiste à l'Assemblée nationale et ce poste de secrétaire général, donc de patron d'Europe Écologie Les Verts. Donc on ne démissionne pas de ces 2 postes sur une simple de simples allégations. Donc, soit effectivement, il y a quelque chose de très grave et on va le découvrir dans les jours à venir, soit il n'y a rien
et à la limite, ça va se retourner contre les féministes, parce qu'on n'accuse pas comme ça, voilà, un divorce se passe toujours mal, apparemment, son épouse avec quelques faiblesses psychologiques, se passe toujours mal, et donc on n'est pas obligé d'étaler comme ça sa vie privée. On en parlera dans un instant. Oui, absolument. Tiens, on a aussi Marine Le Pen qui se réjouit, se frotte les mains de la victoire italienne, de l'extrême droite italienne. Au moment où toute l'Europe se réveille, après la Pologne, la Hongrie, la Suède et l'Italie cette nuit, eh bien, je vous invite à devenir adhérent du Rassemblement national. Je suis très heureuse de voir ce parti arriver aux affaires, car je crois que sa victoire va contribuer à protéger les Français. Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour l'Italie. Malgré ses positions ultra-conservatrices et anti-avortement, à 45 ans, Giorgia Meloni a su incarner la nouveauté pour les Italiens. Ils se sont tournés vers la seule candidate qui n'a pas gouverné ces dernières années. C'est de bonne guerre, hein, Marine Le Pen, Marion Maréchal. Ça va nous arriver dans quelques années si la gauche et la droite ne changent pas de logiciel et n'arrivent pas à trouver la façon de s'adresser aux jeunes, aux classes populaires et de changer notre méthode de gouvernement. Voilà, c'est ce qui va nous arriver. Quand un acteur reçoit, ou plutôt quand un ancien acteur reçoit un ancien acteur, ça nous donne Alain Delon et Zelensky. Merci de recevoir un ancien acteur. Il a une plus belle fin de carrière que la mienne, il est président, je suis rien du tout. Je n'ai jamais été un acteur aussi génial que vous. Je ne serai jamais un président aussi génial que vous. Bon, échange d'amabilité. Ouais. No comment. No comment. Il a vieilli, Alain Delon. Hein, là. On sent la voix fragile, on sent la voix... Ah oui, il a bien vieilli. Hein, il a bien vieilli, mais enfin bon. Ouais. Tiens, pour finir, et pour faire référence à l'affaire Bayou et même Quatennens, on a posé la question à Éric Zemmour. Qu'est-ce qu'il en pense ? On a appris aujourd'hui que Julien Bayou démissionnait de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et de la présidence du groupe Écologiste Assemblée. Il est accusé de harcèlement moral par son ex-compagne. Il dénonce Kafka à l'heure des réseaux sociaux. Il dit c'est une situation intenable, je peux pas me défendre. Ça vous fait sourire ? Ah oui. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Vous savez, auparavant, il y avait des curés qui faisaient les sermons à l'église, et puis après, certains, on les découvrait au bordel. Et toute la France riait. Et c'est exactement ce que me font penser Bayou, Quatennens, etc. Ce sont des curés qu'on a attrapés au bordel. Ils nous ont fait tellement la morale. Ils nous ont tellement donné de leçons à tous. Ils ont tellement menacé tout le monde. C'est bien fait pour eux. Voilà ce que je pense. C'est bien fait pour eux. Ils ont voulu politiser le privé. C'est d'ailleurs une tendance totalitaire de la gauche. Éric Zemmour donner une gifle à sa compagne comme Adrien Quatennens l'admet, c'est pas du privé. Si, c'est du privé. Le privé, non, excusez-moi. Ce qui caractérise une violence conjugale, la justice est saisie, il y a une enquête, c'est pas du privé. Ça s'appelle du privé. Donc ça n'a pas d'impact sur un responsable public, sur le regard que l'on peut avoir sur lui. Ce n'est pas un sujet politique. C'est un sujet privé, c'est-à-dire qu'évidemment... Mais ça intéresse un électeur. Ah non, ça n'intéresse pas un électeur. Ça n'intéresse un électeur que parce que depuis des années, la gauche en a fait un sujet politique. Éric Zemmour. Je pensais pas qu'on allait passer du Éric Zemmour sur Radio France, sur France Maghreb 2. Et pourquoi pas non, mais je plaisante. Il a en partie raison. Là, on entame le deuxième débat. À partir de quand et à partir de quelle étape ça devient privé pour un homme politique public ? Et justement, la question va être posée dans un instant. Voilà. On va en débattre, mon Farid, dans un instant. Avec les hommes politiques, doivent-ils avoir une vie privée ? On en débat aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure aussi d'une certaine presse, à l'heure aussi d'une espèce de connivence entre certains journalistes d'une certaine presse et du monde de la justice et de la police en particulier. Je ne vous apprends rien, messieurs, qu'il y a des journalistes qui ont des relais dans des commissariats et que dès qu'il y a une personne connue, qui a un souci ou qui a une plainte qui est déposée contre cette personne, c'est tout de suite, ça vient tout de suite dans les médias. Je te garantis, ça se passe comme ça aujourd'hui. Hein. Non, voilà. C'est pas forcément un relais. Un journaliste a le droit de se présenter tous les matins au commissariat et demander le... Non, mais je veux dire, quand il a ses relais, c'est-à-dire qu'il a même pas besoin d'appeler, c'est le mec qui l'appelle directement. Tiens, on a une plainte contre. Le journaliste a le droit d'aller demander... C'est comme le secret d'instruction, hein. Il n'existe plus, ou presque plus. Voilà, c'est pas seulement auprès des commissariats. On en parle dans un instant, et votre avis nous intéresse. Est-ce que les hommes politiques, pour vous, leur vie privée, ça vous intéresse ou pas ? On en reparle dans un instant, à tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2.
Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct. Heureusement que les micros sont éteints. Hein, Nicolas. Ah oui, d'accord. Voilà, heureusement que les micros sont éteints. Et maintenant, ils sont allumés. Voilà. Bon, on va parler un petit peu de cette tendance qui apparaît, qui n'est pas nouvelle, mais qui est de plus en plus présente. C'est la vie privée des hommes et des femmes politiques qui se retrouvent au cœur de l'actualité assez régulièrement, va-t-on dire. La vie privée des hommes et des femmes politiques au travers, effectivement, de leur situation familiale, de leur violence supposée pour certains d'entre eux. Est-ce que la vie privée, franchement, Nicolas Jeannetet, ça t'intéresse ? Non, ça m'intéresse pas. Même si quelquefois, pour mieux comprendre l'homme politique, on peut aussi connaître sa vie privée, nous permet de mieux sentir, de mieux connaître la personnalité politique. Ça, c'est un fait. Bon, mais là, il faut bien distinguer, je voudrais quand même faire un petit point là-dessus, il faut bien distinguer, par exemple, l'affaire Abad, l'affaire Quatennens et l'affaire Bayo. Oui. L'affaire Abad, il y a une enquête ouverte. Absolument. Bon, il y a des plaintes. Une plainte, il y a eu 3 plaintes et une enquête ouverte. Donc là, effectivement, on peut s'intéresser à ce qui s'est passé et on a besoin de connaître la vérité. L'affaire Quatennens, c'est une plainte qui a été déposée. Moi, j'estime qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin, on n'a pas à savoir comment s'est passé le divorce, s'il a mis une gifle ou pas une gifle, s'il lui a piqué son téléphone ou pas piqué son téléphone. Et le cas est encore plus grave chez Bayou, où il n'y a pas de plainte, il n'y a rien, il y a uniquement eu un entretien entre la procureure Rousseau et son ex-femme qui lui parle d'harcèlement moral. En tout cas, tentative de suicide aussi. Hein, oui, enfin, bon, un divorce c'est toujours difficile. La fragilité dans un divorce, elle peut être du côté de la femme ou elle peut être du côté de l'homme. Forcément, dans un divorce, il y a des excès et on connaît beaucoup de couples dont le divorce est difficile. En même temps, un homme public, c'est-à-dire un homme politique ou une femme politique, quand elle brigue un mandat, elle s'expose aussi à ne plus avoir trop de vie privée, c'est comme ça. Oui, c'est ce qu'on peut, non, mais c'est ce qu'on peut regretter aujourd'hui. Si tu veux rester discret, c'est ce qu'on peut regretter aussi. Tu restes aujourd'hui tranquille derrière. C'est dû à quoi? C'est dû au développement des réseaux sociaux. Effectivement, on ne peut plus se promener dans la rue avec un tel ou un tel parce qu'on risque d'être pris en photo par un passant et donc notre vie privée est étalée. Moi là-dessus, je ne suis pas d'accord. Et les pays nordiques, alors vous me direz, les pays nordiques respectaient jusqu'à peu de temps cette consigne, mais suite à aux photos de la première ministre finlandaise. Mais voilà le curseur auquel il ne faut pas aller. La première ministre finlandaise qui est prise en train de s'amuser, d'avoir peut-être bu 2 verres de trop lors du Nouvel An ou d'une soirée ou je sais plus, pendant l'été, pardon, avec des amis. Là, on a dépassé le curseur. Ouais. D'ailleurs, presque à dire, oui, elle a pris des stupéfiants tellement elle était joyeuse. Et d'ailleurs, les tests, elle est obligée de faire des tests, et les tests ont été négatifs. Donc, à un moment, oui, il faut mettre la barre à un endroit. Alors, à quel niveau? Ça, je peux pas forcément le dire. Je sais pas ce que tu en penses, Farid. Justement, est-ce que pour toi, tu considères que la vie privée des hommes et des femmes politiques intéresse les électeurs et que ça se fait en fonction de leur vie privée? Par exemple, quand on prend un mec comme Quatennens, pour prendre Quatennens par exemple, qui avait quand même un bel avenir devant lui, visiblement, c'est peut-être lui qui allait reprendre le parti, le mouvement de la France Insoumise. Peut-être le candidat. Il va rebondir. Est-ce que là, pour le coup, là, c'est pas un coup d'arrêt notable? Bon, je ne lui souhaite pas, parce que intellectuellement parlant, il était pour moi un des rares à la France Insoumise à tenir la route. Mais sur l'histoire de la vie privée, bon, moi j'ai tendance à dire que, homme politique ou pas, je suis plutôt favorable à ce que les gens soient discrets pour leur vie privée. En tout cas, moi c'est comme ça que je conçois les choses. Maintenant, il y a un effet boomerang aussi. Les hommes et les femmes politiques aussi mettent en scène. Se servent aussi, bien sûr. Se servent. Alors, les réseaux sociaux n'existaient pas, mais les publi-reportages dans Paris Match, dans VSD, de la part de celui qui veut briguer la présidentielle, c'est quelque chose de quasiment obligatoire. En communication politique, on s'en sert aussi. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui,
il y a les réseaux sociaux où c'est quasiment incontrôlable. Et puis après, il y a les effets négatifs quand ça se passe mal. Effectivement, c'est un revers, c'est l'effet boomerang. Donc, c'est délicat. Moi, j'ai envie de dire, je préfère quelqu'un qui bosse bien, quelle que soit sa vie politique. En tout cas, c'est ce que je ressens. Mais en même temps, c'est aussi un curseur important parce que quelqu'un qui, sans nommer de personnes qui frappe, qui bat sa femme, eh ben, je me dis, il représente aussi une partie du peuple, et je me mets à la place de la Française ou du Français qui se fait battre dans son couple, et donc, du coup, aller vers cette personne-là, alors qu'elle-même, elle pourrait être un bourreau, c'est délicat. Donc c'est compliqué, je pense qu'il y a juste Éric Zemmour te dit, ce sont des donneurs de leçons, et c'est vrai, hein. En particulier, Bayou et Julien Bayou a notamment été très virulent contre Damien Abad, a été des plus virulents contre Damien Abad, en lui demandant de démissionner aussitôt, etc. Alors, certes, il y a une enquête, c'est plus évolué, il y a des enquêtes en cours de police, etc. Mais finalement, le boomerang se retourne contre lui. Voilà. Non, mais il a raison. Enfin, malheureusement, Éric Zemmour a raison quand il précise qu'effectivement c'est un peu l'arroseur arrosé. Après, on souhaite à personne d'être confronté à ça. D'ailleurs, Zemmour. Voilà, il faut. Mais c'est vraiment dû aux réseaux sociaux, puisque à une certaine époque, quand un homme politique décidait de ne pas montrer sa vie privée, il ne la montrait pas, et les magazines comme Voici ou d'autres vraiment ne le photographiaient pas. Et d'ailleurs, s'il le photographiait, il prenait une grosse amende. Bon, et il y avait une autre catégorie d'hommes politiques. Quand même. Pardon ? Ils préféraient parfois les amendes à une photo. Oui, les paparazzis ont toujours existé. Ils ont toujours existé. Et puis il y a certains hommes politiques qui jouent là-dessus et qui se mettent en scène dès le départ en permanence. Bon, mais c'est vrai qu'atteint un niveau important, effectivement, on est dans une communication politique importante et on a besoin de savoir avec qui la personne vit et comment ça se passe. Ouais, c'est un peu intrusif, quoi. C'est très intrusif, très intrusif. Mamadou est avec nous, il va m'engueuler, il entend depuis longtemps, Msken, de Grenoble. Salut Mamadou. Bonjour, radio ici, non, c'est France Maghreb ici, maintenant c'est une autre radio. Paris, de tes invités, effectivement, je partage le point de vue de Paris sur l'éducation Jules Ferry. Effectivement, sur ce côté-là, il y a l'éducation civique nationale de la République. Donc, sans savoir de la République, comment on peut transmettre, les parents, ils n'ont pas ce savoir-là. Et le problème, il est aussi, vous dites qu'on ne passera pas par la droite, mais pourquoi les élections législatives, l'extrême droite a passé? Pourquoi? Parce que les politiques menées dans notre pays, regarde, Macron, au lieu d'augmenter les salaires, la misère, il s'occupe des réformes de la retraite. Et c'est ça qui fait passer l'extrême droite. C'est le politique mené, c'est pas la personne, qui est le politicien, la politique menée dans notre pays qui a mené tous ces bordels-là. Très bien, merci Mamadou. Merci Mamadou. Merci Mamadou. Il n'a pas tort, Mamadou. Ouais, il a pas tort. Il n'a pas tort. Je suis un de ceux qui, depuis très 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 longtemps, sur l'avènement malheureusement de l'extrême droite, je dis pourquoi l'extrême droite progresse, pourquoi de plus en plus. C'est parce que tant qu'on n'a pas réglé un certain nombre de problèmes, ils en profiteront et ils surferont. Sauf que le problème, c'est qu'on a une gauche, ou parfois maintenant une extrême gauche, qui justement ferme les yeux, ne veut absolument... Alors pas que la gauche, même la droite aussi a merdé sur un certain nombre de sujets. Tant qu'on n'aura pas pris à bras le corps un certain nombre de sujets, dites-vous bien une chose, on va en manger encore longtemps malheureusement. Linda de Nancy est avec nous au téléphone 01 40 33 9000. Comment va ma Linda? Très bien, et vous? Formidable, quand on t'entend ça va. C'est gentil, merci. J'appelle pour réagir là, ce que j'entends sur l'affaire Quatennens, etc. Et Bayou, surtout, parce que c'est quand même ça qui est le plus choquant. J'ai l'impression qu'on est indigné par les propos de Sandrine Rousseau. Donc on l'a qualifié de procureur, je rejoins ce qualificatif-là. Je sais pas, j'ai l'impression que ça interroge pas. La parole libérée, c'est une chose, mais elle vient sur un plateau télé, puis elle balance ça, sans juger des conséquences, Moi, c'est plutôt ça qui m'indigne. La mise au banc de Julien Bayou est complètement injustifiée de mon point de vue. Et j'aimerais juste ajouter une petite chose, c'est le manque de gradation, en fait. Alors, toutes les violences ne sont pas admissibles, ça je l'entends, mais toutes les violences n'apportent pas les mêmes conséquences.
Dans le cas Katnins, ton chroniqueur a fait une petite erreur. Il n'y a pas eu de dépôt de plainte, c'est une main courante qui a été déposée. Une main courante, c'est vrai. Voilà, une main courante. Donc, je veux dire, même l'ex-femme d'Adrien Quatennens ne comptait pas déposer plainte. Ne souhaitait pas que ça soit diffusé dans la presse. Voilà, non mais au-delà de ça, c'est que même dans sa vie de tous les jours, elle ne voulait pas déposer plainte. Si elle avait voulu, elle a pu faire une main courante, elle aurait pu la muer en plainte. Donc je comprends pas l'acharnement quand on a un Gérald Darmanin qui lui est visé aussi par des accusations graves. Acquitté, hein. Acquitté, parce que je sais que le droit est important. Non mais j'entends, mais effectivement la bienséance politique comme ça dans les médias, où on va condamner avec fermeté toute forme de violence, mais deux poids, deux mesures, ça va 5 minutes. Non mais Linda, t'as raison, parce que imagine, Linda, on se parle, toi et moi, autour d'un bon café, et je te raconte mes malheurs que je pourrais éventuellement avoir. Et puis toi, t'es invité ce soir sur BFM TV, et puis vous en venez à parler de moi, ce qui est totalement improbable, évidemment. Mais et là, tu déballes ma vie privée. C'est un peu ça, en fait, l'histoire de Sandrine Rousseau. Déjà, et puis alors, personnage politique ou non, le droit au respect de la vie privée, le droit au bonheur familial, etc., c'est un droit qui est universel, qui touche tout le monde. Donc si les gens lambda, qui sont hors des réseaux médias, etc., n'arrivent pas à faire la part des choses, ma foi, on est mal barré. Non mais là, il y avait une stratégie de Sandrine Rousseau, bien évidemment, à quelques mois du Congrès, où elle a sa candidate, voilà. C'est pas elle qui est candidate, elle a sa candidate, et elle veut reprendre la main sur Europe Écologie Les Verts. Et cette sortie, et l'avocate de Bayou le dit d'ailleurs. Et cette sortie dans cet avou est inadmissible. Et encore une fois, c'est la démission de Julien Bayou qui m'interroge. Soit il y a vraiment quelque chose de grave qui va être dévoilé dans quelques jours, mais perdre ses mandats, enfin ses grosses responsabilités aujourd'hui, ça se fait pas comme ça innocemment. Donc soit il y a vraiment quelque chose de très grave, soit il n'y a rien, et s'il n'y a rien... S'il n'a rien à se reprocher, c'est ça que tu veux dire? Ah oui, ou alors, parce qu'il n'y a pas eu d'emballement médiatique aussi important que cela, finalement, derrière Julien Bayou. Bon, même si on sait qu'il avait, chez Europe Écologie Les Verts, déjà cette image un peu dure avec les femmes, mais perdre ces mandats très importants m'interroge, voilà. Soit il n'y a rien, parce qu'aujourd'hui on ne sait rien, on ne sait rien. Voilà. Moi, de mon point de vue, la démission de Julien Bayou doit être analysée à l'aune du battage médiatique que ce type de fait, qu'il soit vrai ou non, crée. Enfin, je veux dire, je comprends que Julien Bayou ait préféré tout de suite se retirer parce qu'il y a de quoi devenir dingue. Quand on regarde l'état dans lequel était, comment il s'appelle, Nicolas Hulot. Enfin, je veux dire, à un moment, on peut comprendre. La pression médiatique. Hulot, je crois que c'est fini d'ailleurs aussi. Ouais, enfin, Nicolas Hulot, non, mais attention, Nicolas Hulot, il y a des faits qui ont été reconnus, mais il y a prescription. Il y a prescription, et puis ça a été classé. Il y a prescription, donc les faits ont quand même été. Non, moi c'est comme Patrick Poivre d'Arvor. Là, c'est plus grave. Moi, j'ai un petit bémol. Voilà, on n'est pas du tout sur le même sujet, en fait. Et en fait, moi, le discours que j'avais déjà tenu avec toi, Christophe, c'était on va arriver dans un monde un peu. Je ne sais pas si vous connaissez la BD Y, où en fait qui va être dirigée que par des femmes, quoi, parce qu'un homme ne voudra plus prendre de responsabilités. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est ce qui nous guette, et moi, ça m'effraie. Pareil, réaction sur ce que dit Linda. Oui, moi, je voulais juste... alors, Linda a raison sur la notion de graduation. C'est-à-dire que toutes les affaires n'ont pas le même... Tout à fait. Sont pas identiques. C'est d'ailleurs que j'ai parlé au départ des différentes... Mais il ne faut jamais oublier quelque chose. C'est que derrière, vous avez des victimes. Et ne jamais sous-estimer la notion de victime. Il y a des femmes qui subissent, qui continuent à subir. Alors, l'excès, tel que Sandrine Rousseau le fait, bien sûr, pour moi, c'est pitoyable en réalité. Mais derrière, même sur cette affaire Bayou, et encore une fois, on ne sait pas tout, pour moi, la pression psychologique, c'est aussi un cas de victime. Et il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que si on légitime, vous avez derrière des tas de femmes, un peu moins d'hommes, malheureusement, c'est la réalité de notre société, mais vous avez des tas de femmes qui subissent ça et qui ne peuvent rien dire. Et c'est aussi ça, même si je ne suis pas complètement d'accord avec l'avènement du mouvement MeToo, mais c'est aussi ça, c'est qu'on change d'époque, parce qu'il y a encore quelques années, une femme ne pouvait quasiment pas le dénoncer. Et ça, il faut faire très attention. Ouais. Mais Linda a raison, on ne peut pas mettre tout sur le même niveau. Ouais. Et puis même sur ce que vous soulevez, il faut savoir raison garder à un moment. C'est-à-dire que on a quand même le droit de rompre.
on a quand même le droit d'avoir une rupture. Oui, mais ça dépend des conditions. Non, mais enfin, je veux dire, à un moment, il faut savoir regarder, il faut analyser les choses froidement. On est un pays civilisé et développé, on a des intelligences. Non, alors, Linda, si je peux me permettre, Linda. Si on se sépare, la femme menace de se suicider parce que son mec veut la quitter, alors on va dire quoi? Oui, il faut le condamner? Non, c'est pas ça, Linda. C'est que vous avez l'air, si je peux me permettre, de quelqu'un de très raisonné. Toutes les femmes ne sont pas dans votre situation. Toutes les femmes ne sont pas dans une situation aussi, pas facile, mais aussi raisonnée que la vôtre. Et vous avez, moi j'en connais, qui subissent et qui ont subi et qui malheureusement ne peuvent rien dire. Donc il ne faut pas sous-estimer ça. Oui, mais c'est pour ça que l'échelle de graduation est très importante. C'est ce qu'a souligné Linda, c'est l'échelle de graduation. Là-dessus, Farid, est-ce que l'on peut quand même dire haut et fort que toutes ces accusations à tort et à travers sur la place médiatique sans preuve, déjà, ça contrevient à la présomption d'innocence. Ah bah ça, c'est clair, bien sûr. Je suis juriste, je suis attachée à ce principe-là. Oui. Et les vraies victimes, celles qui galèrent au commissariat parce que la police n'est pas correctement formée, qui ont des craintes, qui ne sont pas bien entourées, pas bien, accompagnées, eh ben, je veux dire, va venir un moment, ça va être qui tout double. Ouais. Où on ne voudra plus jamais croire les femmes, où on va continuer à les croire de plus en plus, et on va continuer à bafouer la présomption d'innocence, et aucun homme ne voudra prendre de responsabilité. Enfin, je veux dire, merci voilà. Linda, merci beaucoup en tout cas pour cette on doit d'ailleurs analyse avec ces débats s'interroger aussi sur quoi les hommes politiques d'une façon générale. Ouais. Et vous voyez tous les ministres, beaucoup divorcés, la vie d'un homme politique aujourd'hui est telle, avec les pressions, les médias, le travail, qu'aujourd'hui... il y a bien un président qui avait une femme cachée et qui a même eu un enfant caché. Alors écoutez, c'est pas d'aujourd'hui non plus. Non, c'est pas nouveau. Mais sauf que Mitterrand, il a réussi à le cacher pendant longtemps. Allez, restez avec nous dans un instant. Capitaine Flamme, c'est quand même beaucoup mieux que Mitterrand et ses histoires de filles cachées. Et le quiz, évidemment. Et puis la battle, évidemment. Faut-il maintenir la réforme des retraites? Débat à venir entre Farid et Nicolas. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF, merci d'être avec nous. Alors, pour ceux qui suivent l'émission, tout à l'heure on cherchait un ministre de l'Éducation nationale, c'était Claude Allègre. Merci Mam. Voilà, Claude Allègre, on cherchait. Et justement Mam, on le retrouve maintenant pour la belle histoire des génériques. On va replonger dans notre jeunesse, Farid et moi, parce que Nicolas est un peu plus ancien que nous, évidemment. Ah, je suis pas sûr. Ah bon? Non, je pense si, un peu quand même. Génération un peu, non, il est un peu plus ancien que nous quand même. Capitaine Flamme. Ça vous rappelle des souvenirs? Écoutez l'histoire de son générique. Et l'histoire des génériques. Capitaine Flamme, 1981, TF1. Quel plaisir de retrouver ce générique. Un générique que nous reprenions à tue-tête lorsque nous étions enfants. Au temps de l'enfance et de l'adolescence même, et nous avons plaisir à chanter, et encore aujourd'hui, le générique de ce dessin animé mythique. Capitaine Flamme, diffusé par la télévision japonaise, la NHK, car ce dessin animé est d'origine japonaise, première diffusion le 7 novembre 1978 et conclusion l'année suivante le 18 décembre 1979, soit 52 épisodes diffusés. Basée sur une collection de romans du space opéra écrit par l'auteur Edmond Hamilton, la série réunit 13 histoires indépendantes découpées chacune en 4 épisodes de 22 minutes. Cette adaptation des écrits de Hamilton reprend les 2 éléments clés des romans, des explications scientifiques didactiques et la supériorité de l'esprit sur la force brute. Le capitaine Flamme, de son vrai nom Curtis Newton, est le fils de William et Helen Newton, 2 scientifiques qui travaillent dans une station spatiale en orbite autour de la Lune. Avec le professeur Simon Wright, qui meurt prématurément, son cerveau étant ensuite implanté sur un mini-robot volant appelé professeur Simon, ils conçoivent le robot humanoïde Krag ainsi que Mala, un androïde à l'aspect humain qui pouvait changer d'apparence grâce aux avancées de la biologie moléculaire. Au cours d'une attaque, la station spatiale est détruite. William Newton meurt, son épouse Hélène, grièvement blessée, parvient à s'échapper avec Mala, Krag et le professeur Simon. Sur son lit de mort, elle demanda à ce que son nouveau-né, Curtis, futur capitaine Flamme, consacre sa vie à préserver la paix et l'ordre dans l'univers. L'enfant est ensuite éduqué par les 3 compagnons rescapés de ses parents et, à 18 ans, Curtis Newton décide enfin dédier son existence à lutter contre le mal. Il prend alors le pseudonyme de Capitaine Flamme et s'engage dans des missions pour le compte du gouvernement intersidéral. Cette série
étant diffusé en France sur TF1 à partir du 7 janvier 1981, a passionné énormément de foules. La musique du générique est composée par Jean-Jacques Debout et celui qui assurera le doublage est le comédien Philippe Auguste qui incarne le personnage de Capitaine Flamme. Je vous propose de réécouter ce générique Capitaine Flamme 1981 diffusé sur TF1. À mon Nicolas, Capitaine Flamme, Farid. Oui, on regardait ça dans la télé, c'était bien. Ah ouais, c'était bien, c'était magique. Hein. T'étais fan de Farid, Capitaine Flamme? C'est clair. Moi, c'est clairement c'est ma génération, c'est mon enfance, c'était l'après-midi, le mercredi après-midi. C'est ça. On s'en souvient tous. Nadège n'a pas connu puisque voilà. T'étais même pas né. C'est des choses que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Le quiz. Bien un peu vieux con là. Hein. Quoi? On fait un peu vieux con, non? Ouais, c'est vrai. Le quiz. C'est ce qu'on est peut-être. Allez, première question, on y va, c'est parti. Quel président recevra Macron le 1er décembre? Biden, visite d'État pour Emmanuel Macron. Deuxième question, après Macron, qui se rendra les 9 et 10 octobre prochains en Algérie? Après Macron? Oui, il s'est rendu en Algérie. Oui, bien sûr. Ah, voilà. C'est Borne. Elisabeth Borne, absolument, pour aller signer des contrats, paraît-il. Lesquels? Je sais pas. Bon. Sur le gaz. Et la question, c'est va-t-elle nous faire un remake de Disco Maghreb ou pas? Ah, je ne pense pas. Non, c'est une visite de 2 jours. Apparemment, ça va se passer uniquement à Alger. On verra. Quel ex-préfet de police allemand, qui a quitté ses fonctions en juillet, a été nommé secrétaire général de la mer? Mais je pensais qu'il était sur proposition de Madame Borne. Moi aussi, je pensais qu'il est parti à la retraite. Mais il a quel âge? Il a 72 ans, non? Ouais, peut-être 72 ans. Et surtout, il a des procès en cours parce que là, les manifestants. Oui, c'est vrai. Absolument, il y a 2 procès exactement. Sont en train d'attaquer sur ces méthodes qui étaient effectivement très discutables. Je ne savais pas qu'il était aussi important dans le dispositif de la Macronie. En fait. Moi non plus. Quel grand pays, messieurs, est-ce qu'on l'a pas remercié puisqu'on l'a fait partir plus tôt? Est-ce que justement, en le faisant partir plus tôt, on lui a dit on te nommera secrétaire d'État ou secrétaire à la mer? Mais il y a des macroniques qui ont perdu les élections qui ont été très vite recasées. On parle d'une dizaine pour l'instant. Beaucoup, oui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle est devenue? Qui? De Montchalin, là. De Montchalin, je sais pas. Si, elle a été nommée quelque part. Oui. Ils sont tous nommés quelque part. Comme quoi, c'est vraiment la vieille politique. Quel grand pays met fin à toutes les restrictions sanitaires aux frontières, mais également annonce, notamment la fin de la vaccination obligatoire? Un grand pays. États-Unis? Non, c'est pas les États-Unis. Un grand pays. Le Canada? Le Canada est une bonne réponse. C'est le Canada qui met fin à la vaccination obligatoire, qui met fin à toute restriction sanitaire à ses frontières. Et enfin, quel ministre a déclaré que la France est à l'euro près? Bruno Le Maire. Qui va maintenant d'ailleurs porter des cols roulés, puisqu'il a dit qu'il fallait faire attention au chauffage, et donc il allait abandonner la cravate pour porter pendant tout l'hiver des cols roulés. Donc on verra notre Bruno Le Maire avec des cols roulés. Bon, dans un instant la battle. Justement la retraite, on en parle. Faut-il la maintenir cette réforme? C'est le débat à venir. À tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio, c'est l'heure de la battle. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travaillez plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet. La battle du jour, évidemment, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. On rappelle qu'il y a eu une rencontre la semaine dernière entre Macron et Madame Borne et qu'il y en a à nouveau demain à déjeuner avec plus de personnes en présence puisque des ministres concernés, également François Bayrou, autour de la méthode à choisir. On remet pas en cause la réforme là, hein. On choisit la méthode. En l'occurrence, pour Emmanuel Macron, nous, on vous pose la question. Étant donné que ça fait vraiment pas consensus pour le coup, est-ce qu'il faut maintenir cette réforme des retraites dans le contexte actuel du moment? Farid, toi qui es un peu favorable. La question est très orientée, mon cher Christophe. Un petit peu, oui. Farid, pourquoi il faut la maintenir cette réforme? Ou peut-être pas dans ce... Voilà. Pour une raison très simple, c'est que c'est l'urgence.
c'est qu'à un moment donné, le système risque d'exploser. Et donc, du coup, on est censé absolument garantir pour nos aînés et pour nous-mêmes, justement, un système de répartition. Mais mon cher Farid, est-ce que tu sais quel est le déficit des retraites aujourd'hui en France? On est incapable aujourd'hui de le chiffrer. Voilà. Certains disent 30 milliards, d'autres disent... il y a même eu un rapport récemment qui dit qu'il est excédentaire. Je pense qu'aujourd'hui, il est autour de 10 milliards, mais 10 milliards, il va se résorber en 2030. Les projections, je ne suis pas d'accord, parce que ça fait combien de temps qu'on nous parle de réforme des retraites? Tous les à peu près 8 ans. Excédentaire, ou si il y a 10 milliards de déficit, on ne va pas réformer. Tous les 8 ans, on parle de réforme de retraite sociale. Mais pourquoi provoquer une crise sociale, des grèves générales? On peut avoir le consensus de la population. La retraite, ça concerne l'ensemble des Français. Et notamment ceux qui ne peuvent pas se permettre d'avoir un patrimoine immobilier ou d'avoir des salaires conséquents. Donc du coup, ça concerne d'abord essentiellement les petits salaires. Et du coup, il est important pour eux de garantir leur retraite. Et pour ça, le système, on le sait, quels que soient les chiffres, Nicolas, c'est que le système actuel, en fait, n'est pas perdurable. Donc, il faudra le réformer. Je suis d'accord avec Farid. Il faut être courageux pour le faire aujourd'hui. En général, quand un président de la République arrive en début de mandat, il doit avoir la majorité. Aujourd'hui, on le sait très bien, la majorité des groupes politiques, excepté peut-être la droite, est favorable à cette réforme des retraites. Il faut avoir un consensus. On ne peut pas aujourd'hui légiférer à partir de 49.3, surtout 2 mois après une élection présidentielle. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas passer sur je suis d'accord avec toi, il ne faut pas passer sur le 49.3. Par contre, l'objet même de la réforme, je pense qu'elle est prenons le temps des négociations. Faisons-le. Et si essayons de trouver un consensus au niveau des retraites, il sera très difficile d'être trouvé. Mais il n'y a pas d'urgence, les caisses apparemment sont loin d'être vides. C'est ce que je dis, elles sont loin d'être vides. Pourquoi il faut réformer l'urgence? Parce que nous ne pensons pas à 2022, mais on pense, la pyramide des âges fait que dans les années, dans les décennies à venir, on va être confronté à un souci. Le timing, c'est ça le problème, Farid, a priori, de ce qui pose problème. Le timing, écoute Christophe, il est jamais optimal. Il faut le faire à un moment donné. Ça, c'est désagréable. Moi, ce que je regrette profondément dans cette réforme, c'est qu'en fait, on la fasse pas véritablement, qu'on change pas le système dans son ensemble. La réalité, c'est quoi? C'est que tous les 8 ans, tous les 10 ans, en réalité, on nous bassine avec une réforme des retraites. Et finalement, les arguments qu'on a annoncés il y a 10 ans ne tiennent plus la route. À un moment donné, faisons-la, mais correctement et pleinement. Faisons d'abord un bilan d'étape. Combien coûtent aujourd'hui les retraites? Bon, entamons des négociations tranquillement. On n'est pas à une année près. On va pas mettre aujourd'hui. On va pas aujourd'hui mettre le pays à feu et à sang, provoquer des grèves démesurées. Et prenons le temps. C'est pas la rue qui gouverne, Nicolas. C'est pas l'objectif. En même temps, il faut un consensus. Arrêtons de gouverner les uns contre les autres. Aujourd'hui, il n'a pas la majorité absolue. La réforme des retraites ne peut pas passer. Prenons le temps. Négocions. Il y a justice quand même dans ces retraites, dans les régimes de retraite, par exemple. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça finalement d'injustice. Elles ont pas forcément beaucoup d'injustice. La vraie question, c'est doit-on maintenir le système de répartition tel qu'il est aujourd'hui, ou alors le changer l'organisation? Eh ben oui, c'est un vrai débat, mais c'est le débat qu'il faut avoir. Tu vois bien qu'il faut débattre, et donc prenons le temps de débattre au lieu d'imposer de force une réforme des retraites. Une personne qui a une carrière, par exemple, à mi-temps ou à temps partiel, et qui les 3 dernières ou 4 dernières années passe en plein temps, touchera une retraite quasi intégrale. Oui, mais c'est-à-dire de quel niveau? C'est-à-dire qu'on prend en compte, si tu veux... connais le montant des retraites, on prend en compte les dernières années. Médian de la retraite en France? Non, je ne le connais pas, non. Mais t'as une bonne partie de nos compatriotes qui ont une retraite qui ne dépasse pas les 1 000 euros. Oui, ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec une inflation, c'est possible de vivre avec moins de 1 000 euros. Et d'ailleurs, beaucoup de candidats à l'élection présidentielle, Macron, Pécresse et les autres, ont indiqué que le minimum de la retraite doit être au moins le SMIC. Parce que ça, effectivement, c'est invivable sinon. C'est pour ça qu'il y a un vrai sujet qu'il faut s'en emparer. Il ne faut pas faire comme d'autres, c'est-à-dire mettre ça sous le tapis. Mais on n'impose pas, mon cher Farid, en un mois, avec un 49.3, en vitesse, sous le tapis, sans discussion, au Parlement. Parce que 49.3, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de discussion. Oui, c'est ça. Mais Farid, au bout d'un moment, il faut agir, peut-être. Moi, j'en suis convaincu. Je pense qu'il faut pas faire comme certains, dire que de toute manière, ça ne nous concerne pas, et puis on passe à autre chose. C'est irresponsable de la part de certains politiques de dire, on verra ça plus tard. Ce que les prédécesseurs ont toujours fait, c'est qu'on fait une réforme light, et au final, on laisse ça, la patate chaude aux successeurs. Moi, je pense qu'il faut vraiment la réformer. Moi, il n'y a pas de tabou. Le système de répartition... 65 ans, alors Farid 65 ans. Pour moi, c'est un faux débat. Pourquoi? Parce que qui peut se permettre aujourd'hui de travailler jusqu'à 65 ans? Si ce n'est des gens qui sont dans des situations physiques et dans des métiers qui peuvent se le permettre. Moi, je suis désolé. Il faut évidemment tenir compte de la pénibilité du travail. C'est évident. Apparemment, en politique, c'est pas très pénible quand on voit leur âge. La politique, c'est pas un métier, Christophe. Ah oui, d'accord. Il y en a qui en ont fait un métier. Peut-être, mais c'est pas un métier. Regarde Jean-Luc Mélenchon, il est encore là. Eh oui, c'est ce que moi j'appelle les... Il n'est pas à la retraite, lui. Les profiteurs. Ouais. Non, mais sérieusement, prenons le temps. Ça fait plusieurs fois qu'on repousse cette réforme de retraite. Vous êtes favorable à une réforme, sauf que
Nicolas, toi, tu favorises le dialogue, c'est-à-dire que c'est la méthode, c'est la méthode. C'est le minimum. Non, Nicolas, il dit c'est pas le moment. Il dit, bon voilà, on est en 2022, c'est pas la le moment. La méthode, c'est on discute et ensuite, mettons. Moi, je dis qu'il n'y a pas de mauvais moment. C'est maintenant qu'il faut déclencher la discussion. D'accord, donc on entame les discussions, très bien, moi c'est une bonne bataille aujourd'hui parce que finalement c'est un petit peu ce qui va se dire demain à l'Elysée, j'imagine, entre Emmanuel Macron, Madame Borne qui privilégie le dialogue parce que... Bon là je vais m'abstenir parce que... privilégie le dialogue, récemment sur BFM je crois qu'elle a dit si finalement on utilisera le 49.3, c'est la première à vouloir utiliser le 49.3. La première ministre, ça t'aura pas échappé mon cher Nicolas, mais à titre personnel elle a dit qu'elle était plus favorable au dialogue. On dit toujours et elle le sait que si ça se passe mal, ça au départ. Après elle dépêche, bien sûr, on dit toujours on a dialogué, finalement on a dialogué mais on n'est pas tombé d'accord, donc on fait le 49.3. Christophe, s'il te plaît. De la battle, oui, fin de la battle absolument, entre Nicolas Jeannetet et... J'ai gagné bien évidemment, non écoute, oui, on peut en croire le résultat du sondage de Twitter, 93%. J'ai appuyé beaucoup sur Twitter. J'ai appuyé beaucoup sur Twitter. Quoi ? 94. Nicolas fait monter les enchères, très bien. Ne sont pas pour maintenir la réforme des retraites. En ce moment, au moment même, nous parlons. Rendez-vous demain. Christophe, oui, Farid. Les votes. Non, le débat est fini. Le débat est fini, Farid. Sinon, je repars aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut pas aborder les vrais sujets. Demain, il y aura Sonia Mebrec, il y aura Emmanuel Dupuis et. mon ami Emmanuel. Et Audrey Pronosti. Salut à tous, à demain. Ciao, dans un instant. Medjahed. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Ciné Paris qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris centra les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cineparis.com. C'était l'émission Le Grand Forum sur France Maghreb 2 avec Christophe Fro. France Maghreb 2. Juste après les infos et le journal, c'est Medjahed qui arrive pour reprendre la relève. Bonne soirée à tous et à demain, ciao.